Bon bah rebonjour l'équipe. Je dis rebonjour parce que votre, euh, votre prof adoré qui vous a fait une vidéo pendant 2 heures s'est rendu compte que en fait il avait pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc je recommence tout. D'ailleurs tiens, je vais revérifier. Ouais c'est bon, ça marche. Ouais, vraiment c'est vraiment parce que je vous aime bien, hein, parce que putain, voilà quoi. Du coup, comme promis, je vous ai promis une vidéo en début de semaine. Bon, vous l'auriez eu ce matin si ça n'avait pas déconné, donc vous l'aurez quand vous l'aurez. On verra le mail en fin de quand c'est fini de nettoyer, de rencoder la vidéo et tout ça à la fin, je pense, de la preuve. Euh, Pourquoi une vidéo déjà, en premier lieu? Pourquoi pas? Non, sérieusement parce qu'on avait, on manque de temps pour tout faire. Et donc j'essaye de vous avancer un maximum pour qu'en autonomie, vous puissiez déjà aller voir la vidéo et anticiper avant chaque cours qu'on a chaque semaine, sachant que ce vendredi, c'est le dernier cours qu'on a ensemble. Donc le but de la vidéo, c'est de voir en anticipation, enfin de vous préparer des choses en anticipation au maximum pour vous, pour qu'en autonomie, vous y arriviez déjà pas complètement frais, quoi, enfin déjà avec un petit peu de connaissances, de bagages sur certaines notions, certains trucs. Mm. La notion actuelle qu'on va voir enfin, pour cette vidéo-là, celle qu'on va traiter principalement pour le cours, qu'il faudra évidemment, à laquelle il faudrait idéalement dédier la majeure partie du cours vendredi, c'est le texturing. Donc vraiment pour importer deux types on va dire, de détails ou de types de détails que vous voulez rajouter à votre flacon ou votre, ou votre, euh, ou votre bouchon, peu importe à quelle partie de votre flacon de parfum. Soit c'est quelque chose, c'est du détail que vous voulez réamener vraiment en relief, en géométrie pure. Par exemple, un logo, je vais vous montrer que vous importez, que vous avez fait sous Illustrator, vous pouvez importer du SVG, donc un fichier vectoriel, que vous extrudez, etc., etc. Ou directement vraiment en texture. Donc, je vais vous montrer les deux. Par exemple, pour le verre, pour faire un marquage, que ce soit du texte ou un motif qui se répète tout autour de la bouteille, ou verticalement, ou sur deux axes, ou ce que vous voulez, ou juste un logo, ou un signe, une marque, whatever. Euh, Par exemple, directement sur le verre, en relief, en vert, mais qui rajoute du petit détail de type un peu, un bas-relief, entre guillemets, un petit peu de matière, un petit peu de relief sur votre bouteille, quoi, sur votre flacon. Donc on va voir ces deux choses-là. Je vous fais un ultime rappel que, bon ça sera pas ultime parce que je vous le redirai de toute façon, mais j'en profite là pour le redire, que le fichier in fine que vous allez me rendre, que je noterai, je vous communiquerai à une date ultérieure la date, vraiment la deadline pour me rendre vos fichiers, parce que moi en gros je vais vous évaluer sur le fichier Blender que vous allez me rendre, et le fichier que vous me rendrez, ça sera bah, tous ceux que vous avez. Si vous en avez plusieurs, vous avez par exemple commencé à créer de votre côté dans un fichier Blender qui est le vôtre, votre flacon, etc., que vous avez ensuite importé, fusionné avec le fichier qui doit être le fichier final de rendu, je rappelle, dg2 underscore flacon underscore 3d.blend, que vous avez partagé avec tout le dossier et tout ça, qui est déjà préparé pour le rendu final avec l'export des passes de rendu, c'est ça que vous allez utiliser à la fin. Je rappelle qu'il faut faire append, file append, pour aller prendre des bouts de ce que vous voulez, si vous l'avez dans un autre fichier, parce que vous avez commencé à bosser ailleurs, dans un fichier Blender, prendre tout ce qui vous intéresse dans ce fichier Blender et le mettre dans celui-ci. La fonction append, ça sert à ça. Ça sert à fusionner des parties de... C'est propre à Blender. Ok, c'est une fonction propre à Blender. C'est pas la même chose que importer quelque chose. File, import, ça c'est importer un fichier comme vous feriez apporter, je sais pas, un truc dans Photoshop ou Illustrator. Ok. On peut importer, généralement c'est des objets 3D, donc un mesh, un ou plusieurs meshes, ou par exemple SVG, on peut importer un fichier vectoriel. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc n'oubliez pas ça, hein, gardez-le bien en tête que jusqu'à la fin, enfin à la toute fin, in fine, moi j'aurai le fichier Blender comme ça que vous me filerez, et c'est ça que j'évaluerai. Donc, bah, on va se créer un petit logo avec du texte directement, on va l'importer. Alors, moi j'ai fait ça, bon, je vais le refaire.
j'écris Dior. Pourquoi? J'en sais rien. Posez pas des questions comme ça, s'il vous plaît. Donc Dior, c'est du texte. Ça pourrait tout à fait être écrit dans Blender. Je rappelle que dans Blender, vous avez un outil texte en 3D. Shift A, texte. On fait Tab pour entrer en mode édition. Et là, en mode édition, c'est j'écris le texte. Le mode édition est spécifique à ce type d'objet. Dior. Si je voulais changer la typo, ici, comme d'hab, le panneau de propriété, le petit onglet qui correspond aux propriétés de cet objet, comme c'est un objet de type texte. On voit d'ailleurs qu'il a une icône de type texte qui est différente de l'icône de type mesh, qui est encore différente de l'icône de type caméra ou éclairage ou courbe de Bézier. Ok, c'est contextuel. En un coup d'œil, vous voyez ce que c'est. Cette icône-là sera contextuelle, mais c'est les datas, les propriétés de cet objet-là. Du coup, vous avez plein de propriétés liées à du texte. En l'occurrence, des propriétés de paragraphe et de fonte. Donc dans l'onglet, dans la partie là du panneau fonte, vous allez chercher, vous pointez toutes les fontes que vous voulez, par exemple regular, bold, etc. Donc moi je fais juste regular. Je fais ouvrir. Normalement, il vous met dans le dossier Windows Font par défaut direct, il le trouve. Si vous êtes sur Windows, sur Mac, ne me demandez pas, j'en sais rien. De toute façon, on ne fait pas de 3D sur Mac. Non, on peut faire la 3D sur Mac, mais quasiment personne fait ça, donc en vrai, je ne saurais pas vous dire. Et on peut chercher directement la typo. Donc moi, c'est celle-là. Agram Regular. Elle est ici. Et voilà, c'est dans la typo que je voulais. Comme tout le reste, comme vous le savez maintenant, Blender, tout ce que vous avez, c'est des blocs de données. Donc ça, c'est un bloc de données qui correspond à cette typo. Si jamais je l'efface, je le retrouve ici. Tout ce que j'ai ajouté, c'est ici. Si je veux le protéger pour que quand je fasse CTRL-S, purge, je rappelle que toutes ces options ici, en faisant CTRL-S, pour sauvegarder, toutes ces options sur CTRL-S qui rajoutent importer, exporter, purge, etc. Ça, c'est propre à un plugin que normalement, vous aurez aussi si vous utilisez mon fichier, mes paramètres et tout que je vous avais partagé. Ok, sinon, ça y est pas, faut le rajouter. Le plugin qui fait ça, c'est Machine Tools. Donc là, si je fais purge, comme d'hab, bah, ça c'est protégé. Enfin, là, il est utilisé. Je vais refaire purge, hop. Vous voyez ça, nothing to purge. Si je vais dans les données non utilisées, texte, il est là. Ok. Pardon, fonte, n'importe quoi. Vector font, hop, vous voyez, elle est protégée. Si je refais la purge, là j'ai le bouton direct, hop, elle n'est pas protégée, ça saute. Ok, n'oubliez pas ce truc là. Donc là, du coup, elle a disparu aussi, puisque il n'était pas. Il y en a toujours une par défaut pour pouvoir voir quelque chose, quoi. Donc si je veux faire du texte, je pourrais le faire comme ça. Et l'objet texte, je rappelle qu'in fine, on doit toujours avoir un objet de type mesh, un mesh 3D pour pouvoir l'éditer. Ça, à la fin, une fois qu'on est content, on a écrit son truc, machin, on a choisi sa typo, ok. Et ben on peut le convertir. Les options de conversion, c'est F3. Vous le cherchez directement avec F3, qui est la recherche universelle dans Blender. Vous tapez convert, tous les types de conversion, et vous le convertissez ça en mesh. Et vous avez un mesh. Ok. Là, je suis en mode édition, ça y est, je peux l'éditer comme un mesh. Mais nous, on va le faire avec Illustrator, parce qu'on imagine qu'à la place du texte, on aurait plutôt, je sais pas, peut-être vous avez un logo ou quelque chose. On le ferait comme ça. Donc, n'oubliez pas, avant d'exporter ça en fichier vecto, toujours vectoriser. Ça, c'est évident, je pense quand même. Et surtout, regroupez tout en un tracé transparent. Aplatissez votre tracé. Si vous exportez ça, il n'y a pas de souci, il va l'importer, mais il va l'importer dans 3 calques différents ici, là. Dans 3 objets différents. C'est un peu chiant. Tracé transparent, hop. Fichier. Oui, pardon. On le sélectionne. Fichier. Exporter la sélection. Tac. Logo underscore. Dior, peu importe. Sur le bureau. Sélectionner un dossier, oui. SVG, oui. Oui. Il a été déjà fait, donc je le refais, je l'écrase. Oui, du coup, comme je vous ai fait une vidéo, je blague pas, hein, je vous ai fait une vidéo qui durait quasiment 2 plombes et je pensais que j'avais bien appuyé sur le bouton record et je l'avais mal fait, donc j'ai tout fait pour rien. Mais du coup, je vais pas refaire toutes les étapes, genre tout ça, je vais vous décrire comment je l'ai fait, mais je vais pas les refaire. C'est bon. C'est pas nécessaire de toute façon. Donc on va importer ça. Donc File, Import, SVG. Sur le bureau, je vais le chercher. Il est bien importé.
Je vais le cacher. Enfin, je vais le mettre en mode isolation, pardon. Je vais remettre mon curseur à l'origine du monde. Vous voyez, il n'était pas à l'origine. N'oubliez pas régulièrement les bonnes pratiques. La bonne hygiène 3D, c'est Shift S. Je remets ça à l'origine. J'applique mes scales. CTRL A, scale. Quand je suis en mode édition, je recalcule mes normales. Shift N. Je sélectionne toute ma géométrie avec A. Et je fais Shift N pour tout bien calculer. Ça, c'est les 3 opérations qu'on fait régulièrement dès qu'on fait des transfos, des modifs, pour être sûr de. Donc ça, je vais l'isoler. Donc Dior, magnifique. Je vais déjà le tourner pour le mettre droit comme ça. Histoire de. Sachez que quand vous importez un SVG, Blender vous met toujours un matériau de type SVG, je sais pas quoi, tout noir. Je sais pas trop pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que le SVG, il a des informations qui sont codées dedans pour pouvoir permettre au code web, par exemple pour du CSS, d'avoir déjà des infos. Donc c'est... En gros, il détecte qu'il y avait une couleur noire, quoi. Donc il vous remet un matériau genre noir uni. Donc on le fait sauter. Et on va direct mettre pour plus tard. Je tape métal, métal. Comme ça, on a un matériau de type métal pour après. Encore une fois, c'est le fichier que je vous ai partagé. Tout ça, vous l'avez déjà dedans. Métal et tout ça, il y a plein de matériaux qui sont faits. Donc, Dior. Le fichier étant importé étant un fichier vecto, c'est du SVG. Pour Blender, du coup, ça donne une courbe de Bézier. Si je passe en mode édition, vous voyez les points que je peux éditer. C'est pas un mesh. Ce n'est pas un mesh. Pour bosser correctement sur un mesh qui soit propre, quand c'est importé, ça, il vous fait des triangles partout, c'est pas du tout des quads, c'est dégueulasse. Et là, vous le voyez pas, mais moi je le sais parce que j'ai l'habitude, il y a plein de... Si vous convertissez en fait, directement là je fais rien, je le convertis en mesh tout de suite. Je vais par exemple l'extruder parce qu'on va vouloir de l'épaisseur. Donc je fais un solidify. Voilà ce que ça fait. Ça fait ça pourquoi? Parce qu'il y avait des fameuses vertices qui étaient superposées les unes sur les autres qui étaient overlap. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce que c'est Blender qui est pas parfait et qui sait pas encore bien parfaitement recréer un mesh à partir d'un quelque chose qui est du SVG, du vecto. Donc je vous montre le process pour le faire correctement. Là je suis revenu en arrière. J'ai toujours ma courbe de Bézier, c'est pas converti. Je vais dans les propriétés data de cette courbe de Bézier. Du coup, j'ai les options qui sont liées aux courbes de Bézier, aux objets de type courbe de Bézier. Je vais aller dans géométrie et je vais faire une extrusion. Si je fais une extrusion de la courbe de Bézier elle-même, plutôt que faire dès le début direct, le convertir tout de suite en mesh à partir du texte qui était tout plat, et ensuite faire un solidify sur ce mesh-là, ça va faire les problèmes que vous avez vus. Alors que si je fais un extrude direct, la fonction extrude de la courbe de Bézier, et je vais vous montrer comment on retravaille à la volée la topologie de ce truc-là, ça va être beaucoup plus propre. Donc maintenant ça, je peux le convertir en mesh. Et là, on va utiliser un modificateur qui va faire, en gros, qui va essayer de recréer des quads partout. Parce que vous voyez que c'est toujours pas des quads. Modificateur. Remesh. Vous avez 4 options. Ça correspond au type de, de reconstruction de la géométrie. Ça va faire plutôt des blocs. Littéralement, ça fait à chaque fois des carrés, des blocs. Ça fait des voxels qui, techniquement, c'est un peu comme des blocs. C'est un peu Minecraft, si vous préférez. C'est une sorte de... Un voxel, en fait, c'est comme un pixel, sauf que l'unité de mesure, l'unité la plus petite, c'est pas un pixel, c'est un cube. Un voxel, c'est un pixel carré, en 3D. Ok ? Donc c'est pas ce qu'on veut non plus. Smooth, ça va tout lisser, c'est pas ce qu'on veut non plus, parce que le texte, si je désactive temporairement mon modificateur, le texte, il y a des endroits où il y a des courbes, des endroits où c'est... Enfin, les faces avant-arrière sont bien marquées et sont bien nettes. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc il reste plus que Sharp, c'est ce qu'on va utiliser. Et là, vous voyez qu'il y a des lettres qui sont bouffées. C'est normal. C'est parce que par défaut, il vous coche toujours ça. Alors, je sais pas pourquoi il devrait pas le faire, mais ça fait partie des trucs de Blender qui sont pas logiques. Enlever tout ce qui est déconnecté. Il faut le décocher. On veut pas qu'il nous dégage toutes les géométries qui sont séparées. Comme c'est un texte, il y a des lettres qui sont séparées. Ça, c'est le O et le R, ils sont connectés, donc c'est un bloc. Encore que la partie en bas du T, pareil, elle est déconnectée. Ça, c'est déconnecté, ça c'est déconnecté, ça c'est encore un autre truc.
Si vous laissez ça coché par défaut, ah, en fait, il vous enlève en partant de la gauche ce qui est pas connecté à la première lettre qu'il trouve, quoi. Donc il faut le décocher, pardon. Et là, vous voyez ça, je vais passer en mode fil de fer, vous voyez qu'il m'a refait bien des quads. Ça sera dans tous les cas du full quad. Sauf que, même là, hein, c'est pas un triangle. 1, 2, 3, 4, full quad. Même là où il peut pas faire des belles faces bien rectangulaires, ça sera quand même des quads. Il rajoutera ne serait-ce qu'une vertice pour recréer un quad, mais il fera quand même... Ça vous fait que des quads, quoi qu'il arrive. Je l'avais montré, je crois, à Enzo, je l'avais montré pendant le cours avec votre topologie qui était un peu broken, mais bah, c'est ce truc-là, en partie qui aide. Donc il y a deux paramètres que vous allez utiliser, le reste vous en foutez, à part, comme je disais, le remove disconnected, il n'y a que ça et ça que vous allez utiliser. Ça, c'est la profondeur, on va dire, de la résolution pour recréer de la géométrie. Généralement, à partir de 9 ou 10, ça fait ramer énormément le PC, donc je vous recommande de vous arrêter à 9. Comme vous pouvez le voir tout de suite, ça fait beaucoup de géométrie, c'est dense, sachant que ça c'est juste un truc, c'est juste du texte, hein. Là, si vous regardez les statistiques, on a quasiment 800 000 faces juste pour un truc comme ça, ce qui est disproportionné et énorme. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, on va jouer sur l'autre paramètre aussi, parce que si jamais on devait éditer cette géométrie, ça serait l'enfer. Tout est beaucoup trop proche et beaucoup trop dense, c'est galère. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire le deuxième paramètre qui est l'échelle, qui va en gros il va essayer de garder en conjonction avec le paramètre de résolution un max de géométrie, mais faire en sorte que chaque face, la géométrie est beaucoup plus espacée. Autour de 9,6, 0.6 pardon, 0.5. C'est déjà un peu mieux. Si je mets 0.2, vous allez tout de suite voir, ouais, ça fait ça. Sauf que là, si je descends trop, au bout d'un moment, vous voyez, là, il manque de la géométrie. C'est entre les deux que ça se joue. Okay, là, je pourrais augmenter, garder cette échelle-là, mais augmenter la résolution. Ça va refaire un petit peu la même chose. Ça revient un peu au même. Donc moi, je vais rester à 9. Je vais aller à, je sais pas, 5,5 par exemple. Et le but du jeu, c'est de regarder, de faire on-off avec le modificateur pour s'assurer que la forme respecte quand même la forme initiale du texte. Ok, parce que ça recrée la géométrie. Donc quelque part, en fonction de vos paramètres, ça va la simplifier. Là, comme c'est du texte, on ne veut pas trop que la typo en elle-même, elle soit changée, quoi. L'aspect de la typo, ce qu'elle est censée être en vrai, soit changé. Donc moi, je me mets dans un angle, par exemple ici, parce que, encore une fois, ça fait 2 fois que je le fais le truc, donc maintenant j'ai l'habitude. Mais je sais que cet endroit-là, si je simplifie trop la géométrie, je perds le délié, je perds la courbe de la descendante, là, enfin du coup, la majuscule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer 8 et ici 6. Des fois, c'est un ensemble des deux. Donc 8, clairement, ça va pas. On va mettre 10. Ah, c'est pas mal. Que 5, 5. Yes, 5, 5, c'est bien. Voilà, par exemple. Moi, je suis content. Je regarde ailleurs pour être sûr. C'est quand même beaucoup de géométrie, mais... Si je fais, voyons voir, 9 avec 5, 5. Ouais, non, 9. Bon, ça me bouffe trop. 10. 6, 5. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que là j'ai réduit de plus de moitié, quasiment 2 fois et demi le nombre de polygones, donc moi ça va très bien. On voit ici par exemple que j'ai l'œil, ici ça devrait être net à angle comme ça je peux très facilement le corriger, c'est pas très grave. J'aurais juste à prendre cette vertice, à les tirer jusqu'ici pour l'aligner avec cet angle là, que je vais faire juste après d'ailleurs. Donc pas de souci, je regarde ailleurs à d'autres endroits à voir si c'est pas, il n'y a rien de choquant. Mettre en vue solide. Non, ça paraît très bien. Ici, il y a un endroit un peu méfié, ça va. Là, c'est un peu complexe. Ici, est-ce que j'ai pas trop perdu ma courbure? Non, c'est très bien. Donc c'est très bien. On voit qu'il y a un petit truc là qui chelou. Faudra faire gaffe à ça. Si je fais 0.6, est-ce que ça me le corrige? Ouais. Donc on va faire 0.67. Ouais, juste 6,7 au lieu de 6,5, ça le corrige. Et ici, est-ce que ça l'a gardé? Non, ça a sauté. Donc, je lui ai dit que c'était de l'ajustement du tweak que je montais pas, hein. Je vais rester à 6,6.
Qu'est-ce que je veux dire? 6, 5. Et si je fais... Regarde, est-ce que ça je pourrais éventuellement corriger à la mano? Non, ça va être chiant. Donc on va faire 7.7. Je vais retoter 10 ici pour voir. Non, ça fait beaucoup trop de géométrie. Quoique 10. Et je vais le rebaisser à 5,5 en échelle. Là, c'est clean. Et là, c'est pas mal. Allez pas trop au-dessus de 10. Ce modificateur-là, hein, j'insiste, il fait ramer le PC de fou. Surtout à partir de 11, 10, 11, 12, c'est un enfer. Et ça, c'est un modificateur qui est fait pour être appliqué. Une fois que vous êtes... On va bien le paramétrer, bien prendre son temps pour le paramétrer, avoir l'aspect qu'on veut. Et on l'applique. On ne bosse pas avec un modificateur comme ça en temps réel. On peut, mais ça fait ramer le PC. C'est un des gros points noirs de Blender, un des endroits du logiciel où il est encore très mal optimisé. Le modificateur de remesh en particulier, il est notoirement connu pour mettre les PC à genoux. Donc ça, on l'applique et on repart sur une géométrie propre qui est appliquée avec ce truc-là. Mais on bosse pas dynamiquement avec ça en cours dessus, c'est mort. Donc j'avais dit 5,5, c'était bien. Allez, ça me va, vendu. CTRL A, appliqué. Donc, on se retrouve avec ça, ça fait quand même pas mal. Mais ça ira très bien. Donc je vais tout de suite corriger ces petits alignements. Donc c'est en X. Tac. Je peux même le mettre en Z, il est censé être aligné sur celle-là. Donc là, je rappelle que je le déplace avec un axe et après, je maintiens CTRL sur le clavier, CTRL, pour magnétiser. J'ai Z, parce que je veux du coup en Z qui soit aligné sur celle-ci. Il veut bien. Voilà. Voilà. Des fois, vous voyez, c'est important d'avoir l'œil et de regarder parce que juste un petit coup comme ça, ça a fixé et corrigé mon truc. Plutôt me prendre la tête avec le paramètre pendant 15 ans alors que j'ai juste à déplacer littéralement une vertice. Ok ? Le côté arrière, on s'en fout. Pourquoi? Parce que maintenant, on va isoler juste cette face-là de devant pour pouvoir recréer un Solidify par-dessus ça. Et du coup, avoir un Solidify, une épaisseur dynamique, elle. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, comme d'hab, j'applique mon échelle. Tiens, d'ailleurs, je vais appliquer l'origine aussi, remettre l'origine sur l'origine de mon volume. Je rappelle que si c'est toute une géométrie qui n'a pas de trou dedans, qui est fermée, ça, c'est pas considéré comme un trou. Hein. Ça fait une boucle comme ça, mais c'est fermé. Un trou, ça voudrait dire que ici, par exemple, toutes ces faces-là, elles sont ouvertes. Voilà. Ça, c'est une géométrie trouée. Autrement appelée en 3D, non-manifold. Je vous le dis comme ça, vous le saurez. Non-manifold géométrie, c'est une géométrie qui ne reboucle pas, qui ne se ferme pas sur elle-même. Ok, ça c'est une non-manifold. Ça c'est... non, ça c'en est une aussi. Oui, parce que ça c'est censé être ouvert. Je n'avais pas compris comme ça, alors dessin à la con. Ça c'est fermé. Ça, les deux là c'est des manifolds par exemple, elles sont fermées. Si le cube, là je faisais un trou juste à cette face là, je l'enlevais, là ça serait une non-manifold. Ok, bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc, quand vous avez tant que c'est une géométrie de type manifold, donc fermée, le mode, et que c'est pas quelque chose qui est tout à plat, je rappelle que si vous faites un plan, ça on mettrait son origine dès le début, il la met au bon endroit, mais si je fais clic droit, cette origine, tout géométrie, ça bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est le bon endroit. C'est le bon type d'origine, le bon type de paramètre d'origine pour ce genre de mesh, qui est plan, quand il n'y a pas 3 dimensions. Si c'est du volume, quelque chose directement qui est en volume, si c'est fermé sur lui-même, on va mettre volume. Si c'est une géométrie comme la bouteille, par exemple, la bouteille elle est ouverte en haut, là on mettrait plutôt clic droit, cette origine, centre de masse, mais surface. J'ai cliqué, vous voyez d'ailleurs que ça n'a pas bougé, donc c'était bien le bon endroit. Ok, donc cette origine, centre de masse, volume, on se met sur une vue de face comme ça. On peut d'ailleurs le réinitialiser, Alt-G, maintenant que j'ai remis son origine, pour le réinitialiser à l'origine du monde, sa position. On se met en vue de côté, et là il va falloir sélectionner juste ces faces-là. Soit du coup vous passez en mode édition, mais je vais vous montrer que c'est pas l'idéal. Vous activez surtout pas le mode transparence, parce que là on ne veut pas sélectionner les faces de derrière, donc justement on ne veut pas. Donc avec le mode de sélection rectangle,
Rappelez-vous d'être toujours sur ce mode-là. Vous restez appuyé, vous restez là. Le raccourci pour changer ces 4 modes-là de sélection, c'est W. Pensez à être sur la select box. C'est la plus utile. Toutes les autres, elles sont claquées. Vous mettez comme ça, vous faites un rectangle de sélection, vous faites ça. Sauf que vous voyez que même en étant en vue parfaitement de face, en vue orthographique, il vous sélectionne des faces intérieures. Donc astuce, quand vous avez des faces parfaitement perpendiculaires comme ça, à angle droit, parfaitement plates, vous sélectionnez une des faces en mode face, raccourci 3, et vous faites Shift G. Shift G, ça veut dire sélectionner similaire. Vous avez sélectionné de la géométrie similaire à cette face-là en fonction du paramètre que vous choisissez. Donc là, similaire selon coplanar, qui sont en gros sur le même plan. Et vous voyez que c'est sélectionné direct tout comme il faut. Donc tout ça, on va faire P pour les séparer. On sélectionne cette sélection, pas besoin de le dupliquer là, parce que le reste on va le shooter direct. On sépare cette sélection là, ça crée un nouvel objet avec juste cette face là. L'ancien, on le supprime. Lui, on va l'appeler logo Dior. Je vais le mettre dans ma bouteille. Il vous crée automatiquement une collection du nom du fichier vectoriel du SVG que vous importez. Hein, quand vous importez un SVG, hein, vous pouvez le shooter. Donc mon logo Dior, il est comme ça. Avant de réappliquer le Solidify, enfin cela dit on peut le faire même dès maintenant, on va rentrer en mode édition et on va faire un ultime nettoyage, on va tout sélectionner, on va faire un merge by distance. Là vous l'avez vu. Oula, oula, oula. Le merge by distance, c'est tout ce qui est contenu dans une distance que je définis, il va me fusionner les vertices. C'est pour éviter ce problème de vertices qui se superposent les unes aux autres. Si je prends cette vertice par exemple, juste celle-là, là. Donc là, il n'y en a qu'une. Je fais juste un clic, on voit que ça sélectionne qu'une seule. Si je fais un extrude de la vertice, et que tout de suite je fais échappe, au même endroit, j'ai deux vertices. Là, je fais juste un clic. On voit d'ailleurs qu'il n'arrive même pas à le sélectionner parce que... Vous voyez? Ça fait une vertice qui se balade toute seule, mais qui est quand même connectée à l'autre, mais qui sert à rien. Ok? Donc je vais l'annuler. Donc pour nettoyer tout ça, ce genre de double vertice qui est hyper important en 3D, on sélectionne tout. Et dans le menu des raccourcis rapides, des quick favoris que je vous avais, si vous utilisez mon fichier dans tous les cas, touche Q, by distance, ça veut dire merge by distance. Merge les distances, les vertices en fonction de leur proximité. Et on met le paramètre de proximité. Et on voit que là, il a dégagé. Je vais le refaire, ça a été trop vite. En bas, 844 vertices. Attention, là on a un mesh qui a des vertices qui sont très 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 proches. Donc techniquement, il peut m'en shooter alors qu'il ne faudrait pas. Parce que techniquement, elles ne sont pas vraiment parfaitement superposées, mais elles sont suffisamment proches pour que le paramètre de distance le prenne en compte et les dégage. Et ça peut après du coup casser la géométrie. Pour être sûr que vous preniez bien, regardez là, ce qui s'est passé. Vous voyez, ça, celle-là, il l'a détecté trop près. Donc 0,1 mm pour lui, c'est déjà suffisamment, c'est-à-dire que c'est contenu dans 0,1 mm de distance. Ok? Donc là, avant de le fermer, vous changez le paramètre, vous rajoutez plein de zéros. Vous faites .001. Et là, vous voyez qu'il a enlevé 0 vertice au total. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'overlap. Ok? Faites bien attention à ça. Donc, je suis sûr que ma géométrie, elle est clean. Je peux faire Tab, je sélectionne tout, Shift N pour calculer les normales pour être sûr d'être propre. Je fais mon Solidify, Modifier, Solidify. Et là, c'est nickel. Je vais shade en Auto Smooth. Pourquoi Auto Smooth? Parce que là, j'ai des parties qui sont censées être smooth et des parties toutes flat, bien marquées au niveau des arêtes. Donc, Auto Smooth. Si je fais smooth, vous voyez ce que ça fait. Hein. L'éclairage, il est tout flingué. Donc, Auto Smooth. On veut marquer les faces. L'Auto Smooth, je rappelle, qui crée automatiquement un modificateur. Ça, c'est une nouveauté de Blender depuis quelques versions. Avant, l'Auto Smooth, ça le faisait, basta, il n'y avait pas de modificateur. Maintenant, c'est lié à un modificateur qui fait cet Auto Smooth directement. Et il le pin tout en bas de la liste. Il faudra toujours qu'il soit en bas après tous les autres. Il vient tout à la fin. Je rappelle que l'ordre, c'est 1, 2. Pas 2, 1. Ok, c'est 0, 1, 2, 3, 4, de haut en bas. Les plus récents sont en bas. Donc le Solidify, on va réduire un peu la taille. On va mettre 2 mm. Et on va sortir du mode isolation. On va le déplacer en Y, en Z. On va le centrer un peu sur notre bouteille. On va le mettre à peu près, on le positionne sur la vue, en étant en vue de face
là où on veut. On va changer l'échelle. Voilà. C'est pas mal, c'est à peu près centré, c'est cool. Pas complètement au milieu parce que esthétiquement c'est pas hyper joli. Très légèrement au-dessus là. On imagine une limite qui sépare horizontalement, qui coupe le corps de la bouteille comme ça en deux. On le met légèrement en haut, quoi. On va le rapprocher ici. Mais pas complètement encore, je vais vous expliquer après. Donc, on voit que l'origine de ça, ça a changé, il faut que je la remette. Cette origine, volume. Et j'applique l'échelle, parce que je viens de faire une échelle. Comme j'ai appliqué l'échelle, forcément, mon paramètre de Solidify, sa valeur, elle se recalcule dynamiquement, parce qu'une valeur de 2 mm sur un truc qui n'avait pas encore son échelle d'appliquer et qui n'a plus la même échelle, bah, ça ne fait pas le même résultat. Donc il faut que je la réajuste. 1 mm. Allez, on va mettre 0.5. Très bien. Mais on va changer la direction du Solidify. La direction du Solidify, par défaut, il vous le met toujours en -1. -1, ça veut dire qu'elle part par derrière. Ok? Si j'augmente la valeur d'épaisseur en positif, ça part par là. Si évidemment je mets la valeur de le négatif d'une direction qui part par là, c'est dans l'autre sens, c'est par là, c'est face à moi. Donc si je mets là du négatif, ça vient vers moi. Pour bosser plus proprement, ici, le offset, vous le mettez en 1. Comme ça, ici, vous gardez une valeur positive. Et là, ça veut dire que la direction devient vers devant lui. Ok? Offset 1. On va remettre 0.5. Une petite sauvegarde, ça mange pas de pain. Un petit purge. Il y a eu des trucs qui servent à rien. Ok. Donc là, j'ai mon texte, il est cool. Je peux lancer le rendu pour voir. Ça fera un aspect métal un peu doré, je crois. Ouais, c'est ça. Non, j'avais enlevé le doré, mais je peux tout à fait le changer. Je rappelle qu'un matériau, pour faire un matériau métallique de base, c'est ultra simple. C'est juste votre Universal Material, là. Pourquoi j'ai ça? Oui, ok. Je vais le dupliquer pour en faire un nouveau, pour pas flinguer mon matériau existant. Je vais l'appeler Metal Text. Ça, je vais l'enlever. Hop. Donc, je vais réinitialiser ça. Vous voyez bien. Un matériau de type métallique, c'est tout simplement ici la barre de métallique. Donc, je vais fermer toutes les catégories. Dans la catégorie de base, la valeur métallique, pour dire que c'est un matériau de type métallique, je la mets à 1. Full métallique. C'est pas genre plus ou moins métallique. C'est soit c'est complètement métallique, soit 0. Soit ici on lui plug une texture et c'est la texture qui va dire à tels endroits t'es plus ou moins métallique. Mais un matériau, il est pas. Si c'est une valeur comme ça n'a pas de sens de mettre il est 35% métallique, quoi. C'est une texture qui le fera comme ça. Sinon, si on ne peut pas utiliser de texture, c'est valeur 1 ou 0. Okay, donc là, il est full métallique. Et après, on peut changer ici l'albédo sur un matériau métallique, ça change la couleur du type de métal. Là, je peux le faire un peu doré. Faire un métal bleu si je veux, ce qui n'a pas de sens, mais pourquoi pas. On va le faire un peu. On va le laisser argenté comme le liquide, lui, il est déjà un peu coloré, un peu chaud. La valeur en elle-même, je vous avais dit que j'aime pas mettre des valeurs absolues parce que c'est pas bien pour les moteurs 3D, donc on va mettre 0.98, histoire de dire. Et après, éventuellement, pour faire plus ou moins miroir, et ça c'est à vous de voir, pour choper des reflets, alors ça dépend comment vous avez placé votre éclairage, etc. Bah, vous pouvez jouer sur la roughness pour casser et faire des réflexions qui soient moins nettes. Mais les réflexions, elles sont parfaites, ça fait miroir. Dès que je mets un peu de roughness, ça diffuse, ça ajoute de la rugosité au métal et ça diffuse plus les réflexions. On va mettre 0.2. Ok pour ça, donc ça il va falloir l'appliquer sur la bouteille. Pour l'appliquer sur la bouteille, je vous refais pas tout ce que j'avais fait sur l'autre vidéo parce qu'au final c'est beaucoup trop long et en y repensant je m'aperçois que ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, mais je vais vous montrer direct la bonne solution. En gros, il va falloir utiliser un modificateur qui s'appelle Shrink Wrap, qui est toujours un bonheur à prononcer. Il faudra le mettre évidemment tout en premier, parce que dans l'ordre, ça va être j'enroule ça sur un objet. À partir de cet enroulement, j'extrude, je donne l'épaisseur, et après le smooth, de toute façon, il est toujours en dernier. Le shrink wrap, il y a plusieurs méthodes d'enroulage. En fait, ça veut dire shrink wrap en anglais, c'est un emballage, quoi. C'est
c'est un terme, enfin c'est un mot pour dire un peu, oui, enrouler quelque chose sur quelque chose d'autre. Contrainte sur une surface. Donc là, on va choisir l'objet en question, la bouteille. Et là, on voit que ça fait ça, c'est tout flingué. Donc, pas le temps de vous expliquer. Le shrink wrap, utilisé comme ça peut fonctionner dans des cas très particuliers, mais les 3/4 du temps, le résultat est éclaté. Même en changeant les autres modes de projection sur la surface, vous avez project par exemple. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Même en vue de profil, généralement, pour que ça marche bien, déjà, il faut l'approcher, le coller à la surface au maximum dès le début. Si on essaye de projeter alors que sa position de repos, entre guillemets, de départ, elle est là, le truc, il va d'autant plus déconner. Si je remets le mode par défaut, ça fait ça. Si je le rapproche, ça fait ça. C'est quand même plus propre, même si c'est cassé. Ok? Donc, pas le temps de vous expliquer, mais ce modificateur, il est très capricieux. Malheureusement, c'est un des modificateurs quand même les plus pratiques, parce que c'est le moyen le plus rapide de plaquer un objet à un autre objet, dynamiquement. Mais il y a une astuce pour le faire parfaitement clean. Il faut juste utiliser autre chose. Je vous le montre tout de suite. Donc là, je vais le cacher temporairement. Je vais isoler mon texte. Mon texte, il se trouve ici. Je vais invoquer ce qu'on appelle une lattice. La lattice, il va falloir qu'elle vienne. Je vais cacher aussi mon Solidify. Si je me mets de côté, la lattice, elle va venir se coller ici. Donc sur la face qui est vraiment en contact avec le verre. Je rappelle qu'ici, on imagine que c'est le verre à gauche, là. Et à droite, c'est mon Solidify qui, à partir de cette surface, genre, va ressortir. Va donner l'épaisseur. Donc, ce que je peux faire, peu importe en fait, je peux désactiver le Solidify. Je vais en mode édition, ou pas d'ailleurs. Je sélectionne mon texte, pardon. Il a bien son origine qui est définie. Ok. Je vais faire Shift S. Je rappelle que c'est le menu pour tout ce qui est déplacer le curseur à différents endroits et l'origine en fonction de la géométrie. Donc à gauche, ça va être vraiment les options pour l'origine du curseur, où il se trouve. Et à droite, déplacer les choses sur ce curseur en question. Donc l'origine par défaut, je rappelle qu'il faut le laisser sur Origin, le curseur 3D, pardon. Mais là, on veut le mettre le curseur à l'origine de cet objet-là. Et après, on veut invoquer le fameux objet qui va nous permettre de faire le shrink wrap de manière propre. Directement, quand on va l'ajouter à la scène, comme ça, il va se claquer directement sur le curseur qui se trouve aligné avec mon objet comme il faut. Le point orange, n'oubliez pas, c'est l'origine d'un objet. Le curseur 3D, c'est le curseur 3D. C'est un truc qu'on peut déplacer. Donc là, je vais faire Shift S vers la sélection, tout selected. Le curseur 3D va à sélection. N'oubliez pas aussi que par défaut, si vous faites juste un clic, il vous prend en compte la rotation. Là, il n'y a pas de rotation parce qu'il fait face. Si cet objet avait une rotation et que je fais Shift S aligné à la sélection, le curseur 3D prend la rotation aussi. Pour ne pas prendre la rotation et juste la position, il faut rester appuyé sur Alt. Shift S, Alt, je clique sur. Là, j'ai juste la position et pas la rotation du curseur. Ok? Juste un petit rappel. Donc Shift S, là, peu importe, comme il fait face, il est à 90 degrés, il n'y a pas de rotation, donc on s'en fout. Donc on va faire Selected. Et là, on va du coup créer le fameux objet. Donc l'objet, c'est Shift A, lattice, vous l'avez ici. Vous dézoomez, ça vous crée un grand cube comme ça. Hyper important, cet objet-là, c'est l'exception. Je sais que je vous dis tout le temps qu'il faut faire CTRL A, appliquer la scale, CTRL A, sauf pour cet objet. Cet objet, je vous montrerai après concrètement en appliquant une fois qu'on a tout bien mis, que ça rend bien et tout ça, quand je vais appliquer l'échelle, vous allez voir comment ça va tout péter. Il ne faut pas appliquer la rotation, les transformations, quelles qu'elles soient, rotation, échelle, sur un objet comme ça, sur une lattice. C'est pas considéré comme un objet, là vous voyez qu'il y a une icône de type lattice, c'est un truc vraiment à part. En fait, la lattice, que c'est, concrètement, c'est, si je prends mon texte Dior là par exemple, je fais un CTRL-T pour faire une transformation. En haut là, mode déformation, c'est exactement ça que ça fait. C'est une grille qui crée des points, et en fonction de la résolution, donc du nombre de points que vous choisissez, ça vous permet de déformer autre chose. Ça vous permet de déformer quelque chose qui est attaché à cette grille. Voilà. Donc c'est une sorte de grille de transformation à la Photoshop qu'on peut appliquer à n'importe quel objet. On va parenter l'objet, donc en l'occurrence le logo qui est en 3D, qui est extrudé. On va le parenter à cette lattice, à cette grille.
Et du coup, c'est la grille elle-même après, la lattice, sur laquelle on va mettre le shrink wrap, qu'on va enrouler sur la bouteille. Et là, vous verrez que c'est nickel. Une petite astuce, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Les gens, ils ont tendance à dire les tutos, utiliser le shrink wrap. Et je sais pas, il y en a, ils arrivent à avoir des résultats propres. Moi, j'ai jamais réussi, personnellement, ou de manière très très aléatoire. Et c'est chiant, quoi. Alors que ça fonctionne parfaitement 100% du temps. Donc cette lattice, par défaut, comme c'est une cage pour des objets 3D, vu qu'on est en 3D, c'est un cube. Notre objet, lui, quand je désactive le Solidify, je rappelle le Solidify, c'est un modificateur, donc c'est dynamique. Sa vraie géométrie de base, lui, elle est toute plate là. C'est juste du texte, enfin, entre guillemets, du texte qu'on a converti en mesh, mais qui est tout plat. Donc il n'y a pas de raison d'avoir sur l'axe Y comme ça de l'épaisseur pour cette lattice. Pas de raison. Donc on prend la lattice, on va dans ses propriétés de lattice, sélectionne le cube, et on voit qu'on a une résolution sur différents axes, U, V, W. L'axe U, je rappelle que UVW, ça correspond aux UV que vous avez ici, que vous n'avez pas ici, que vous avez ici. Voilà, qui correspond, c'est une représentation en 2D à plat, plan, d'un objet 3D. Ça sera pour la deuxième méthode, juste après celle-ci. Et donc, comme les axes X, Y et Z en hauteur sont déjà utilisés, bah, il fallait bien des termes pour appliquer les mêmes principes, mais à quelque chose dans 2D. Et du coup, UV et W. Même si en 2D, l'axe W, la plupart du temps, normalement, et du coup, il n'existe pas puisqu'on va rester qu'à plat. Donc, la résolution, bah, il y a 2 sur chaque axe. L'axe V qui correspondrait à l'axe Y, comme encore une fois en profondeur, on n'en a pas besoin. On va mettre juste 1. Et non pas 0. On ne peut pas avoir 0. C'est 1 minimum. C'est un côté, quoi. Donc là, c'est bon. 2, 2. Mais on n'a pas assez de points de contrôle. Il faut en rajouter. On va mettre 12. 12. Qui fait une grille. On va réduire la grille. Et je rappelle, si je réduis la grille, je peux tout à fait faire CTRL A et scale. Hein, mais si je fais ça, là, dès le début, tout ce que je vais associer à ça par la suite, ça sera flingué. Donc il ne faut jamais, jamais, pour la lattice, appliquer la scale. C'est l'exception. Vous laissez les transfos. S'il y avait une rotation, vous la laissez. Vous ne l'appliquez pas, vous n'appliquez rien. Ok? Donc je me mets en vue de côté, je la réduis. Tac, je vais la recentrer légèrement. Pourquoi c'est décentré alors que je l'ai aligné sur l'origine de mon objet? Bah parce que l'origine de mon texte, vu comment le texte est fait, les lettres, etc., ne correspondent pas parfaitement à une sorte de milieu, quoi. Logique. Il y a une majuscule, ici c'est en bas de case, etc. Donc je vais la réaligner, pas de souci. En Z. Il faut laisser un petit peu de marge de chaque côté. Hein. Pour la lattice, c'est pas mal. Il ne faut pas que ce soit parfaitement contraint. Hein. C'est à peu près de toute façon, parce qu'on imagine que c'est une sorte de cage, donc tant que c'est contenu dans cette cage, voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être précis, on s'en fout. Donc ça c'est bon, je rappelle, même moi j'étais tenté de le faire encore une fois, hein, c'est le réflexe. Ce qui est très bien d'avoir ce réflexe, d'appliquer l'échelle. Mais là vraiment il faut se retenir de ne pas le faire. Bien sûr que ça enregistre toujours, histoire de ne pas me mettre en boule dans un coin de mon appart si jamais ça a encore déconné. Donc, ça on va le mettre dans la collection bottle. Lattice, parce que je suis un peu OCD et j'aime pas quand il y a des majuscules. Donc, il va falloir appliquer, on revient, on sort du mode... isolation. Et là, le but, ça va être de faire ce qu'on appelle parenter, c'est-à-dire associer, lier, parenter le texte à la lattice. Je vais déplacer le texte et la lattice, là, 2 secondes, sur cet axe-là, pour pas qu'il soit collé à la bouteille, parce que ça m'a bouffé un peu la lettre, on voit pas très bien. Donc je vais déjà réactiver mon Solidify. Le shrink wrap, je l'enlève. Encore une fois, le shrink wrap, ça ne marche pas sur le texte, il faut l'appliquer à la lattice. Il y a 2 manières pour du coup connecter cette lattice, cette grille de transformation de déformation au texte. La plus rapide et la plus directe et la plus simple en termes de manip, c'est je sélectionne mon objet que je veux être modifié, déformé, dans un premier temps. Shift-clic sur la lattice elle-même. Je peux faire plein d'objets à l'intérieur de cette lattice. Hein. Ce n'est pas forcément qu'un seul objet. Tant qu'ils sont bien alignés et qu'ils sont contenus dedans. Donc là j'ai les 2 sélectionnés avec la lattice qui est en élément actif. Je rappelle que dans Blender, même si vous avez plusieurs sélections, elles ne sont pas toutes au même niveau d'un point de vue hiérarchique. Quand vous avez plus d'un élément sélectionné, généralement la dernière en date sera l'élément actif. Donc là, si je fais logo
CTRL plus clic sur lattice, on voit que c'est en jaune plutôt qu'orange, c'est la dernière sélectionnée. Et c'est ce qu'on veut. Parce qu'on veut parenter le logo à la grille, à la lattice. Donc la dernière en date, qui va être le parent, c'est la lattice. Donc là, c'est bon. Et pour parenter quelque chose, c'est CTRL P. Et là, vous avez toutes les options de parentage. Je vous montre rapidement. Donc nous, on va faire celle-là. Mais je vous montre rapidement si je fais juste parenter à l'objet ce que ça fait. Ça fait tout simplement que ça déplace mon objet là dans les calques. Physiquement dans les calques, ça le met à l'intérieur de l'autre. Pour le faire au niveau des calques manuellement, l'opération, je vous la montre tout de suite. Il y a deux types de drag and drop dans les calques. Il y en a plus, mais allez, il y en a deux grands. Un simple drag and drop comme ça. Vous voyez, si je fais ça, il me propose de le drag and dropper uniquement dans les collections. Je ne peux pas faire juste un drag and drop sans raccourci clavier et le lâcher dans la lattice, il ne veut pas. Pour parenter, faire l'équivalent de faire CTRL P comme j'ai fait, c'est la même chose qu'on retrouve ici, c'est juste qu'en le faisant dans cette fenêtre, c'est Shift, et là je peux parenter à ce que je veux. Je peux par exemple le parenter au liquide. À quoi ça sert? Ça sert à regrouper des objets sans les joindre. Par exemple, je vais faire un cube. Non, un cube. Oui. Je vais prendre mon texte. Je prends ce cube. Ce cube, il est là. Je prends mon logo. Le drag and drop fait Shift dans le cube. Là, je prends le cube, je déplace juste le cube. Ils sont liés. Je fais une rotation, ils sont liés. Je fais une échelle, ils sont liés. Ça prend l'échelle. Et on voit le lien de parentage est représenté dans Blender par un petit point en pointillé comme ça. Ok? Ça veut dire que c'est parenté. Quand vous avez quelque chose de parenté, quand vous voulez sortir d'un lien de parentage, il faut refaire, vous prenez le truc qui est à l'intérieur, qui est parenté, et vous faites Shift en dehors. Donc là, en l'occurrence, je le ramène dans je vise la collection, parce que si je fais ça, je vais le remettre parenté dans un autre objet. Donc je vais faire ça sur la collection, et vous voyez qu'il y a un texte là, je reste appuyé sur Shift, il y a écrit « Restez appuyé, hold Alt to keep transform ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais ça, je fais une transformation. J'ai fait une transformation après avoir parenté les deux. Après avoir parenté mon logo dans mon cube. Je prends mon cube là. Si je fais un simple Shift et je le lâche, il annule les transformations qui étaient liées à ce lien de parentage. Je reviens en arrière. Si je fais Shift et je maintiens Alt comme il dit pour garder les transformations, qui sont plus du tout parentées, mais les transformations restent appliquées. De rotation, parce que là j'ai fait une rotation. Ok? Le lien de parentage, c'est ni plus ni moins que ça. Hop, j'enlève mon cube. Et donc, nous, quand on fait sélectionner le texte, Shift, sélectionner la lattice, CTRL P, c'est la même chose que Shift, drag and drop. Mais quand je fais CTRL P et je choisis l'option lattice déforme, ce que ça fait, c'est que ça fait le Shift, drag and drop dedans. Mais en plus, pour nous, automatiquement sur lattice, ah bah non, ça l'a pas fait, tiens. Pourquoi ça l'a pas fait? Attendez, bougez pas. Pas de panique. Je gère. Ça ne l'a pas fait, ça ne le fait pas, je sais pas pourquoi. Ah mais si, ok, d'accord. Je suis bête. Si, ça l'a fait. Donc il ne regardait pas au bon endroit. Du coup, quand je fais ça, quand je fais le CTRL P, là j'ai pas l'option parce que du coup, j'ai pas sélectionné ce qu'il fallait. Je vais vous remontrer, je vais le ressortir. Là, j'ai ma liste des modificateurs sur mon logo. Ok, j'ai juste le Solidify avec le Smooth by Angle pour faire le shade auto smooth là. Si je sélectionne ma lattice, CTRL P, là j'ai l'option lattice déforme qui apparaît parce que j'ai sélectionné une lattice en élément actif. Si je fais ça, ce que ça fait, c'est que du coup ça me fait le shift drag and drop pour le parenter, et automatiquement, parce que pour que ça fonctionne une lattice, il faut ajouter aussi un modificateur de type lattice. Et en fait, ça me l'ajoute aussi à la volée directement en pointant sur le bon objet qui correspond à ce qui doit être la lattice par rapport à cet objet. Ok, donc objet lattice. C'est la même chose si je voulais le faire à la mano que de faire, là j'ai mon logo, je sélectionne je vais Shift, je vais le mettre dedans, j'ouvre, je clique sur mon logo, nouveau modificateur,
lattice, objet, je vais pointer sur ma lattice. Et voilà, et la lattice se met tout en premier. Ok, ça fait la même chose. Juste qu'en une manip, et ça, CTRL-clic, CTRL-P, lattice, bim, fin. Ok, et là, si je rentre dans ma lattice, j'édite ma lattice elle-même. Je prends un point de la lattice ou plusieurs points. Ce qui est associé à cet endroit-là, directement, ça me permet de le tordre. Ça permet de le tordre de manière très douce et très fluide et tout ça. Vous voyez ce que ça fait? Vraiment comme Photoshop, hein. C'est pour ça que c'est bien cet outil en plus, parce que je pense que vous connaissez déjà. Et le résultat sera infiniment plus clean pour faire le shrink wrap, l'enroulage là. Donc, maintenant que ça c'est parenté à ma lattice, le logo Dior qu'il est parenté à la lattice, toute modification qu'on fera, ça sera, je vais la remettre en premier, n'oubliez pas, hein, la lattice doit être tout en premier dans l'ordre. C'est vraiment, j'ai ma lattice, par-dessus après j'ai le Solidify. Ok, dans l'ordre c'est logique comme ça. C'est la lattice elle-même qu'on va placer et qu'on va déplacer, éventuellement rotationner, etc. Et même éventuellement agrandir. Quand je vous disais que si jamais j'applique l'échelle, une fois que le lien de parenté est fait, regardez ce qui se passe. Ça a complètement flingué l'échelle de mon objet qui est parenté. Et si je sortais l'objet, je cassais le lien de parentage, pas de souci, je récupère son échelle. Mais du coup, ça ne marche plus. Ok, donc n'appliquez pas l'échelle de votre lattice. On voit qu'ici, je l'avais déjà redimensionné. On voit l'échelle ici en 0 point. Il n'y a pas 1 partout. C'est normal. Donc, je vais la rapprocher du bord de ma bouteille. Je me mets en vue de côté. Je sélectionne juste ma lattice là. G, Y. CTRL, je reste appuyé pour magnétiser. Tac, direct sur la paroi, le bord. Et là, à la lattice elle-même et pas au texte. C'est pas la lattice qui a un shrink wrap et la logo qui a aussi un shrink wrap. Hein. C'est juste la lattice. Modificateur, shrink wrap. Je sélectionne l'objet à la bouteille. Et sans rien changer du tout, c'est nickel. Si vous avez l'impression que ça l'étire un petit peu verticalement, pas de souci, vous prenez votre lattice, S, Z, vous le rescalez un petit peu comme ça, et vous ne l'appliquez pas, encore une fois. Ou alors, là, vous changez le logo en lui-même, pas de souci, ça marcherait, SZ sur le logo en lui-même. Et là, le logo en lui-même, vous pouvez lui appliquer la transfo. Parce que c'est le logo, c'est pas la lattice. Ok? Mais il ne faut pas faire ça, parce que de base, le logo, le fait qu'il soit un petit peu étiré verticalement, c'est normal, c'est parce qu'il est plaqué. Il y a une petite déformation qui se fait, c'est tout à fait normal. Si vous changez l'échelle du logo en lui-même, surtout si vous l'appliquez, juste parce que visuellement, après avoir appliqué la lattice, ça l'a un petit peu étiré, le jour où vous enlevez la lattice, votre logo, il n'a plus le même ratio, il est plus proportionnel en termes de dimension par rapport à ses dimensions initiales. Donc ne le faites pas. Voilà, ça c'est la méthode pour ajouter quelque chose en relief. Donc maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, par exemple, on pourrait tout à fait lui dire c'est du vert. Voilà, du vert sur du vert, par exemple. Vous pourriez mettre ce que vous voulez, du métal, du plastique, ce que vous voulez. On va le laisser en métal, métal texte, clac. Ok, ça pourrait être un truc vraiment genre base, j'enlève le métal, couleur bien pétard, façon un peu plastique. Je vais réduire l'épaisseur comme ça. Là, l'épaisseur, c'est vraiment sur le logo en lui-même et pas sur la lattice. La lattice, elle a que le shrink wrap et rien d'autre. Point 2, comme ça, je fais genre... Par exemple, ça, c'est un moyen de faire une sorte de logo comme s'il était imprimé à la surface et de reproduire la très légère épaisseur d'un truc qui serait imprimé, qui serait en découpe comme une étiquette, mais en découpe avec la transparence et tout. Parce que c'est forcément, si c'est une étiquette, si c'est un sticker, un truc qui est collé, ça a une épaisseur. Ça n'a pas zéro épaisseur. C'est pas imprimé dans la masse. C'est pas imprimé sur le verre. Et ça, il faut rendre compte de cette épaisseur. Donc ça serait un truc tout petit. Et si vous commencez à le faire tout petit comme ça, par contre, là, vous voyez qu'il commence à avoir des artefacts. Pourquoi? Parce que là, le texte, il commence à rentrer un peu dans la bouteille. Donc quand c'est comme ça, pas de souci. Vous retournez sur la lattice. Et là, l'offset, qui est le décalage de ce plaquage sur la surface, vous l'augmentez un petit peu. Comme ça fait une marge de sécurité et ça règle tout le problème. Ça veut dire qu'il commence à le plaquer un petit peu plus loin.
Ok, donc là j'ai forcé vraiment comme un bourrin. Mettre 0.001, 0.005 par exemple. Ça bug encore un petit peu. Ou alors, vous déplacez, je pense que c'est plus ça qui est le problème, vous déplacez la lattice elle-même. Je désactive le modificateur. Là, je l'ai vraiment collé. Vous le décalez légèrement, comme ça. Très légèrement. Là, rien que ça, normalement, je pense que ça devrait le corriger. Ou pas. Bon, il faut jouer sur les deux. Sur les toutes petites épaisseurs, ça marche. C'est pas l'idéal dans tous les cas. Là, ça passe, mais en vrai, c'est pas l'idéal. Ça, c'est vraiment quand vous avez une épaisseur quand même suffisante. Parce que sinon, vous avez du coup du Z-fighting que vous connaissez, le fameux problème où il y a des faces qui se superposent et du coup, elles s'entremêlent et c'est compliqué de les gérer, quoi. Pour faire des trucs vraiment beaucoup plus fins, etc., ça va être l'autre méthode que je vais vous montrer. Ça, c'est fait quand vous avez vraiment de l'épaisseur qui est quand même assez marquée. Ok. Du coup, si je fais... je vais essayer autre chose. Si je décale, par contre, mon logo par rapport à ma lattice elle-même, histoire qu'il soit pas exactement... Je pense que c'est peut-être ça aussi qui déconne. Le logo lui-même, ouais, je pense que c'est ça. C'est genre ça. Tac, très légèrement. Peut-être ça va corriger le souci. On va voir, faut essayer, faut essayer. Non, bon, définitivement, les toutes petites épaisseurs, ça n'aime pas. Donc il faudra penser à l'épaisseur, quoi. Voilà, juste 0.2, déjà, ça, grosso modo, ça règle le souci. Ok, ce qui est déjà très fin. Et pareil, ça dépend de votre angle de vision. C'est parce que là, je suis vachement zoomé et personne ne regarde aussi proche. Avec votre angle de caméra, vous êtes de là, on voit sur les bords que ça chope, qu'il y a de l'épaisseur parce que ça chope la lumière. Ok, mais ça fait pas trop épais, quoi. Donc ça peut faire par exemple déjà un peu une sorte de sticker. Et là, si vous mettez plus d'épaisseur, bon, forcément, un truc abusé comme ça, après, ça peut le faire aussi. Ok. D'ailleurs, je suis en train de percuter un truc. Peut-être que le mode project, ça marcherait. Ouais, en fait, c'est ça, je pense. Il risque de mieux fonctionner. Hop. Je teste un truc, hein, rapido. Je vais voir si je peux corriger le problème quand même. Je vais dire temporairement. De pouvoir déplacer ça sans ça. Ok. Ça, je vais lui remettre une épaisseur toute petite pour voir si j'arrive à avoir quelque chose de très fin sans que ça bug trop visuellement. Je vais le reparenter. Bim. J'ai mon lattice qui a sauté, donc il faut que je le remette. Hop, hop. Il y a un paramètre de force de la lattice elle-même aussi, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'en jouant avec ça, mais ça, à mon avis, je pense que ça va faire que ça va faire plus ou moins courbé, enfin du coup plus ou moins se plaquer. Donc il ne faudra pas trop toucher à ça, à mon avis. La force, théoriquement, on veut que la lattice soit appliquée. Genre c'est on ou off, quoi. Il n'y a pas trop de raison de le faire à moitié, je pense. Mais bon, admettons. Donc lattice, tac. Ok. Suspense, non, je pense que ça va faire pareil. Voyons voir si je joue sur l'offset ici. 0.05. Ah non, ça fait kiff. Donc définitivement, même la lattice, qui est pourtant la méthode la plus clean, il faut vraiment de l'épaisseur assez importante, sinon ça marche pas trop. Là, il faut repasser sur une texture qui est la méthode plus classicos. Donc voilà. Vous le sachiez. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi ça marche? Ah oui, non, j'avais changé l'offset. Ok. Ce qui me semblait. Tac.
Et ici, le Solidify. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. On va attaquer la texture. Et ben, on va faire un peu la même chose, mais via une texture. Bon, je l'ai déjà fait. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Donc tout ça, je vais le cacher. Lattice. Ah oui, quand vous avez des choses qui sont parentées, si je fais juste un clic pour cacher ma souris qui derpe, pour cacher ce calque-là, ça cache pas ce qu'il y a dedans, ce qui est parenté. C'est Shift-clic pour cacher toute l'arborescence, tout ce qu'il y a dedans. Si je prenais le liquide et je le parentais dans Lattice, par exemple, si je fais clic, Shift-clic, vous voyez, ça cache tous les autres. Ok. Hop. Donc, texture. Texture. La texture, c'est pas compliqué. Ça, vous avez un petit peu appris ce principe-là aussi, comment faire des textures, je vous avais montré rapido, mais je vais vous le remontrer. Ça dépend des UV, donc de base, il vous faut des UV qui soient quand même assez propres. Donc ça, c'est mes UV de base. Isoler ma bouteille. Donc vous passez en mode édition d'UV, je rappelle que ça, c'est une vue à plat 2D de ce qu'il y a en 3D. Le but du jeu, quand on fait le maillage UV, le déroulage des UV, c'est de placer des cimes, c'est-à-dire des coutures, à des endroits stratégiques, pour faire en sorte d'isoler, de dire à Blender, au logiciel 3D, genre ça, du coup, tu vas me le séparer du reste. Si par exemple tout ça, je le marque en faisant U sur le clavier, marque sim, donc marquer la couture, en ayant le paramètre de live unwrap d'activer, si je n'ai pas live unwrap d'activer, je le décoche là, et que je fais marque sim, ça ne se met pas à jour dynamiquement à gauche. Pensez-y. Ce paramètre, il se trouve donc dans le quick favori, comme d'hab, je voulais ajouter, mais sinon, panneau à droite, N, Tool, Option, Live Unwrap. Ça vous permet dynamiquement en temps réel de voir, de recalculer les UV, de les aplatir en fonction de là où vous marquez les coutures et tout ça. Ok ? Il n'y a pas de raison de ne pas l'activer, à mon sens. Je ne sais pas pourquoi on ne l'utilisera pas, mais peu importe. Donc, U, marque sim, hop, ça donne ça. Ça veut dire que pour lui, tout ça et tout ça, hop, tout ça et tout ça, vous voyez, c'est une partie, puisque c'est séparé par deux coutures. Ensuite, tout ça jusque-là, pareil. Hein. Tout ça, c'est de la... bref, vous avez compris, ça correspond à tout ça là. Voilà, si je passe dans cette vue-là, que je fais touche L en étant par-dessus en mode face, je me sélectionne tout ce qui est lié. Là, comme c'est séparé par une couture ici, bah, c'est lié. Si j'enlève cette couture-là, Clear Sim, hop, automatiquement c'est recalculé. Vous voyez que si je fais L ici, je fasse L là ou là, c'est synchro. C'est plus séparé. Ok? Donc les coutures, ça sert à ça. Donc pour faire un bon déroulage UV, on s'en fiche, je ne vais pas trop vous m'attarder dessus parce que c'est, encore une fois, je vous ai expliqué que c'est un peu compliqué. Il faut juste imaginer de toute façon que les cylindres, le type de déroulage UV des cylindres, généralement, c'est on va marquer les loupes comme ça. Parce qu'on veut dérouler à plat ces loupes-là. Si on ne les marque pas et qu'on ne les connecte pas entre elles, ça fait des cercles comme ça. Sauf que texturer votre truc comme ça, en mode cercle pour placer vos textures à l'endroit où vous voulez, c'est l'enfer. Enfin, c'est même pas vraiment possible en fait. Sans parler que votre texture elle-même va être déformée. Donc le but, c'est par exemple ici. Nous, on veut appliquer notre texture de logo, on va le mettre en vert, en relief en vert, ici, là, donc sur le corps de la bouteille. Donc il faut se dire que toutes ces faces-là, il va falloir les séparer. Mais il va falloir les aplatir, les mettre en mode rectangulaire, genre à plat. Ok? Donc pour ce faire, c'est pas compliqué, je vais clear toutes les cimes. Oh. Il faudrait juste faire mode Edge, Alt-clic, sélectionner cette loupe-là. Sélectionner, on va dire, on va s'arrêter là. Sélectionner cette loupe-là. U, marque sim. Donc là, on voit déjà les faces, ça fait ça, c'est plus propre, il y a moins de problèmes. Et ensuite, il faut les connecter. Ce qui les connecte, par exemple, c'est cette sim-là. Peu importe, je pensais à la une de celles, de toute façon, c'est des boucles à chaque fois. U, marque sim, hop, aligné. Pas complètement encore, je vais vous expliquer, mais en gros, ça me l'a déroulé à plat. Le fait d'avoir fait ça, c'est un peu comme
si vous faisiez, quand vous créez un cube par exemple, il y a moyen de se rendre compte, vous créez un cube et vous allez voir ces UV. Le mode de déroulage du cube par défaut, ça fait ça. Donc en fait, ces cimes, on imagine qu'il y a une cime là, 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 une cime là. Tac, tac. Ça fait ça en gros. Ok? Bah, c'est le même principe, mais pour un cylindre. Et chaque forme a un petit peu son puzzle ou entre guillemets son type de déroulage UV idéal pour faire l'objectif premier des UV qui est maximiser l'utilisation de l'espace de la carte des UV. La carte des UV, c'est toujours un carré, vous n'avez pas le choix. Et c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle les texels, donc la densité de pixels. La densité de pixels de texture, texel, texture density, pour les textures. C'est-à-dire que si par exemple, là, ces UV là, c'est par-dessus ça du coup que j'ai fait ça. Si je me retrouvais plutôt avec des UV qui étaient comme ça, forcément j'ai très peu de résolution là pour travailler. Donc ça veut dire que je vais devoir exporter une image, une texture elle-même qui va être d'autant plus grande en termes de résolution, genre 8K, 12K. Donc c'est pas possible. Donc tout le travail des UV en fait, c'est de dérouler ces UV, de les réorganiser, de faire un jeu de puzzle machin pour que ça utilise un maximum de place dans votre espace d'UV, là, dans votre zone de travail d'UV. Ok ? Il y a des add-ons qui permettent de faire ça, je pourrais vous le partager. Entre temps, je m'en suis rajouté un qui est gratuit. On appelle ça des UV packers. Ils vont packer, ils vont assembler tous ces bouts d'UV. Les bouts d'UV, on appelle ça des islands, pack island. Donc par défaut, Blender, il a une fonction qui permet de le faire. Si je fais UV dans le menu ici, pack island, vous l'avez. Je sélectionne tout. Q, je me le suis rajouté au menu Quick Favorite, Pack Island. Plein de paramètres, peu importe. Il mouline. Et là, il dit que ça, c'est le déroulage idéal pour lui. Blender, de base, il n'est pas très bon pour ça. Mais pour ce que vous voulez faire, vous, ça suffira très bien. Là, la donne en question, si je coche pas sélection, automatiquement, j'ai même pas besoin de sélectionner rien. Tous les UV, je fais pack, bim, impact tout. En 2 secondes. Et là, vous avez un pourcentage. Vous voyez le pourcentage d'utilisation de toute la surface de votre carte d'UV. Le but, c'est d'avoir un pourcentage le plus élevé possible. À partir de 70%, on considère que c'est très bien. C'est un bon déroulage UV. Vous avez 2 modes, efficace ou high quality. Et à chaque fois, on peut le relancer. Et il va faire un calcul différent. Là, les UV, j'ai pas mis des cimes partout. Donc du coup, il n'y a que 3 islands, il n'y a que 3 îlots d'UV. Donc en fait, le résultat, il n'y en a pas 50. Il me fait toujours le même. Mais cet add-on, il est très bien pour ça. Mais moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, et vous, ce qui vous intéresse, dans le cas d'une bouteille comme ça, ça va être propre à chacune et chacun, en fonction de votre géométrie, de votre parfum, de votre topologie. Mais le principe, on va dire qu'il reste le même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces faces-là. Quand vous créez un UV par défaut, un objet, il aura toujours une carte d'UV qui se trouve ici. Dans les propriétés de l'objet, si je vais là, c'est pareil. Je rappelle qu'à droite, ici, les datas de cet objet, donc ça, c'est les datas d'un type mesh. Vous avez plein de données, dont UVMap. Vous pouvez avoir plusieurs cartes UV. Par défaut, il en met toujours une. Un objet ne peut pas avoir, pas de carte UV, pas possible. Donc il en mettra toujours une, mais je peux en créer une. Là, j'ai sélectionné celle-là, je vais l'appeler, c'est ce qu'on va faire, je vais l'appeler relief ou UV texte. Non, allez, UV détail, comme ça on comprend bien, c'est pour les détails un peu de surface que je veux faire en relief. UV détail. Ok ? Il y a 2 choses. Il y a le fait que je clique sur l'une ou l'autre. Ça, c'est ici en mode travail des UV quand j'ai cette vue à gauche là pour focus dessus, pour travailler dessus. Donc là, c'est la même parce que j'en ai créé une nouvelle à partir de l'autre, donc c'est exactement la même. Donc on ne voit pas de différence. Mais si par exemple je passe sur celle-ci, je vais désactiver les bordures de l'image, les contraintes pour contraindre les UV à l'intérieur de la zone. Ça, je peux le désactiver. Je l'ai mis dans les raccourcis comme d'hab. Q, contraindre au bord de l'image. Il est désactivé. Si je sélectionne cet ensemble-là avec L, ça veut dire que ça sélectionne tout ce qui est lié sous mon curseur. Ça, je peux le sortir de la zone. Si j'ai pas ça d'activé, si je fais G, je peux pas le sortir. Je rappelle que G, R, S pour rotation déplacée, c'est exactement pareil ici. Et même si c'est U, V, W parce que c'est en 2D, pour déplacer quelque chose, ça restera X, Y. X, Y. Ok, si je prends cette face, G, Y,
contraint verticalement. GX, puisqu'il faut imaginer qu'il n'y a pas de profondeur, que c'est en 2D. Donc si je désactive la contrainte des bords de l'image, là, de la zone, je sélectionne ça, plus ça, GX, je peux les sortir par exemple. Ce qui me permet de bosser juste sur ça pour l'instant, plus proprement. Ça se fait beaucoup. Pour vous montrer du coup que si je reclique sur cette carte UV là à droite, on voit bien maintenant la différence. C'est bien deux cartes UV différentes, parce que celle-ci, j'étais focus dessus, donc je bosse dessus. Ce qui n'est pas la même chose que le paramètre avec, qui correspond au petit appareil photo. Le paramètre de l'appareil photo, c'est tout simplement pour dire à Blender, au logiciel, au moteur de rendu, donc là Octane, mais c'est pareil pour Blender, de dire là où c'est activé, tu vas m'utiliser automatiquement par défaut cette carte UV là quand j'utilise des textures ici dans le système nodal. Donc là c'est avec Octane, mais ça serait pareil avec Blender Cycles. Ok? Si je fais RGB image, je la connecte quelque part, j'appelle une image, automatiquement la carte UV selon laquelle qu'il va utiliser, ça va être celle qui aura l'appareil photo ici de cocher. On ne peut pas en avoir plusieurs en même temps, c'est pas possible, c'est une par défaut. Et après, et c'est ce qu'on va faire, on peut appeler un node qui s'appelle Mesh UV Projection. Et là, on peut choisir un UV7. 2, 3. Donc là, ça ne sera pas le nom de l'UV en question que vous avez donné, c'est dans la liste, c'est le numéro quoi. 1, 2, s'il y en avait 3, 4, 5, 6, etc. Et là, on peut spécifiquement dire, tu vas faire une projection selon cette carte UV. Ok? Donc UV détail, donc moi ce que je recommande c'est de laisser toujours celle-ci en mode par défaut, parce que généralement ici on va faire vraiment le déroulage UV global de tout le parfum. Et ici quand il y a des zones spécifiques sur lesquelles on veut travailler, on veut ignorer les autres juste pour appliquer du détail, on va la mettre en secondaire, mais on ne la met pas en mode activé par défaut. On va juste switcher dessus pour travailler, comme là je vais faire, et l'autre on la laisse toujours par défaut. C'est plus propre comme ça. Donc moi j'ai toutes mes faces ici, elles sont isolées, elles sont aplaties, mais elles ne sont pas complètement droites. Si vous regardez bien ici, ça part un peu en biais. Et ici, ça part en biais. Et même à gauche, là, ça part en biais. En fait, c'est pas vraiment rectangle, pas vraiment angle droit. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais désactivé le modificateur en mode édition de subdivision. Si je le réactive, on voit qu'il y a une courbure. C'est la subdivision qui fait ça, en fait. Donc forcément, dans mes UV de base, quand j'ai fait le déroulage par défaut, ça, automatiquement, il le prend en compte. Quand il me déroule les UV. Mais moi, je veux un truc vraiment le plus droit possible. Encore une fois, je vous avais dit que l'autre point hyper important avec les UV, c'est de limiter au maximum le stretch des UV. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va prendre ici une vertice, G pour la déplacer, Y pour la déplacer en Y. On reste appuyé sur CTRL, et comme ça, on la magnétise, et elle est alignée automatiquement avec celle-ci. Et on fait pareil pour tous les côtés. Ici, G, X ce coup-ci, aligné avec celle-ci, celle-ci, G, Y, aligné avec celle-ci, et là, G, X, aligné avec celle-ci. Des fois, il y a moyen d'aller plus rapide. Là, je sais d'avance que ça ne marchera pas. Mais si je faisais, par exemple, cet axe-là, clic droit, il y a des options d'alignement auto. Si je fais aligne auto, ça repart complètement en haut. Enfin, ça fout un peu la merde. Parce qu'en fait, cette edge-là, techniquement, elle est connectée ailleurs. Puisque je rappelle que là, j'ai dû sélectionner, je pense. Ouais, voilà, c'est connecté avec cette edge loop-là en haut, qui correspondrait à ce point-là ici. En fait, ça, c'est ça. La preuve, si je sélectionne la vertice ici, bim. Ok? Donc ça, c'est connecté à ça. Automatiquement, dans tous les cas, c'est connecté. Donc c'est pour ça que si je fais ça, je passe en mode edge, je sélectionne toute la edge, j'essaye de faire direct aligne auto, clic droit aligne auto. Il me le recalcule, il me le repasse tout en haut, il me la fait superposer, enfin c'est la merde. Donc dans ce cas-là, ça marche pas. Dans d'autres cas, quand c'est pas directement connecté, ça peut marcher. Par exemple ici, je suis sûr que si je sélectionne celle-là, elle n'est pas connectée à autre chose, parce qu'il n'y a pas eu de sim qui passe d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas eu de couture, je fais clic droit, aligner auto, bim, c'est aligné. Ok? Important à savoir. Donc là, je peux tout à fait le faire à la mano, il n'y a pas de souci. Je sélectionne les vertices en mode vertige, G, Y. Généralement, c'est toujours 4 côtés, hein, donc une fois, ça va vite, hein, c'est pas la mort. J'ai X, et surtout, ça va d'autant plus vite que le but de cet exercice, pourquoi je fais ça, c'est que là, je sais que j'ai un rectangle, une face, un polygone, un quad, qui est parfaitement rectangle. Ok, il n'y a rien qui est légèrement de biais, tout est bien à angle droit.
Il y a une manip qui permet de dire toutes les autres faces qui sont liées à cet îlot de UV, à cette géométrie. Tu vas me prendre ce modèle-là et tu vas l'appliquer à tous les autres. Donc, comme pour le parentage, je commence par sélectionner cette face, et après je fais L pour sélectionner toutes les autres. Et c'est celle-ci qui est active, qui est la face de référence, qui sert de point de référence pour l'alignement. Et là, je fais clic droit, Follow Active Quad, et tout est redressé. OK? C'est parfaitement aligné avec la grille. Là. Et maintenant que j'ai ça, ultime étape, j'aimerais idéalement que ça, visuellement, ça matche en termes d'orientation, de rotation et tout, de placement, que ce que j'ai en 3D. Là, je vais me mettre en vue par défaut de base, de face, avec c'est-à-dire l'axe en X à droite, en Y au fond devant là, et en Z en hauteur. Donc comme ça. Vous avez un petit paramètre ici qui permet de synchroniser, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais gardez-le d'activer au maximum, c'est très pratique, qui permet de synchroniser la sélection de géométrie de face entre les deux vues. Si je le désactive, vous voyez qu'ici je ne vois pas le reste de la géométrie. Et en plus elle n'est pas vraiment sélectionnée là. Donc ça, cochez-le. Donc du coup, ça me permet de faire, je sélectionne cette face, je regarde ici ce qu'il a sélectionné dans l'ordre. Je prends cette face-là, je vois qu'elle est à gauche de l'autre, enfin verticalement, mais on imagine que si on le tourne vers la gauche comme ça, si on le retourne à 90 degrés, on imagine qu'elle est bien vers la gauche. Ensuite, le haut par rapport aux faces, je sélectionne toute la loupe, il est bien ici. Donc là, je comprends que cet ensemble-là, pour qu'il matche ici, horizontalement, j'ai juste à prendre tout. J'ai pas les contraintes parce que sinon ça va bloquer pour faire la rotation, c'est bon. Je fais R, rotation X, moins 90. En mode face, c'est mieux. R, X, moins 90. OK. Et là, je vais faire Pack Island. Ah oui, voilà, il fallait que je le fasse avant, pardon. Il fallait que je le fasse avant pour être sûr qu'il prend bien toute la place. C'est important de refaire Pack Island régulièrement pour qu'il reprenne toute la place, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Ceci étant fait, maintenant, donc encore une fois, je revérifie, tac, 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 c'est bon, c'est dans le bon ordre. Edge loop, elle se trouve ici, donc ici en haut. Donc ça veut dire que tout ça, j'ai juste à le prendre en mode face. En mode face, il ne faut pas le faire en mode edge. Hein. Si je fais raccourci 2, L, vous voyez que là, il va me sélectionner ce qui est connecté encore une fois. Donc là, la transfo, il va me l'appliquer aussi aux autres bouts du V. C'est pas bon. Les faces, on peut le prendre indépendamment. Pas de souci. Là, je suis en mode face, L. C'est isolé. J'ai les contraintes qui sont désactivées. Pourquoi? Parce que si je les active, là, je veux faire une rotation 90. Il ne veut pas. Tout simplement parce que là, il me bloque sur le côté gauche. Là. Je désactive les contraintes. R, X, moins 90. Là, je fais rien du tout, je fais direct activer les contraintes. Juste G une fois. Automatiquement, il me le remet dedans. Parce qu'il ne m'autorise pas à déplacer un truc alors que j'ai dit, tu me remets les contraintes. Automatiquement, il me le remet dans la zone. C'est contraint dedans. Et là, G, Y, je le cale tout en bas. Et en gros, j'ai exactement ce que vous avez là. Ok? Je rappelle que ça, c'est le set d'UV numéro 2. Ça, c'est le principal. Le maillage UV, là, il est complètement éclaté, mais on s'en fout. C'est un exemple, je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, c'est pour vous montrer que on peut avoir plusieurs sets d'UV et bosser différemment. Et je pense que certains, avec les formes de flacons un peu spéciales que vous avez, fonction de ce que vous voulez faire en termes de marquage, de petits détails en vert ou quoi que ce soit, vous serez sûrement amené à faire comme ça. Ok, de créer un UV map différent, ce sera plus simple. Et là, vous ne me faites surtout pas. Là, pour le coup, je vais désactiver la synchronisation du UV, comme ça je sélectionne toutes ces faces-là. Et là, je peux sélectionner les edges, les vertices en haut, sans que ça sélectionne autre chose, puisque j'ai désynchronisé tout. Ça me focus que sur ce que j'ai sélectionné là, pour vous montrer qu'il ne faut pas me faire un truc comme ça. Vous dire, oui, mais du coup, vous avez dit qu'il faut maximiser la place sur la... Ouais, mais sauf que si vous faites ça, votre logo, il va être stretch verticalement, parce qu'encore une fois, ça, c'est une représentation de ça. Donc si ça, c'est stretch comme ça, le logo, une fois que vous allez le plaquer, il va être stretch. On ne veut pas. Il faut que ça, en termes de ratio largeur, hauteur de chaque face, ça corresponde, ça soit équivalent à ça. Ce qui est le cas ici. Ok? Je réactive ma synchronisation UV. Et donc, je vais sélectionner toutes ces faces-là. Mode face 3. L, je vais aller dans le menu UV en haut, UV, et je vais exporter ça sous une forme d'image d'un PNG qui va avoir ces UV. Donc, export UV layout.
Je fais sur le bureau et je lui donne un nom et c'est ici. Les options qui vous intéressent, vous, c'est All UV, ça veut dire peu importe ce que vous avez sélectionné, il va prendre tous les UV, donc il me prendra tout le reste que j'ai sorti de la carte des UV, c'est ce qu'on ne veut pas justement. Donc vous cochez pas ça. C'est mieux de le faire manuellement, vous sélectionnez ce que vous voulez exporter et après vous ne touchez à rien. Et après vous choisissez la résolution. Pour rappel, les textures, c'est un multiple de 2. Donc 1024, qui lui-même est un multiple de 512, donc 512 x 2, 1024. Ou 512 x 2, pardon, 1024. Donc 1024, c'est une texture donc 1K. x 2, ça fait une texture en 2048, texture 2K. Encore x2, 4096, une texture 4K. 4K, c'est très bien pour ce que vous voulez faire là. Dans les jeux, c'est comme ça, les textures, hein, toujours. Ça, c'est l'opacité de votre UV en transparence dans le calque quand vous allez l'importer dans Photoshop. Donc moi, je vais lui mettre une transparence un peu plus importante. J'aime bien le voir. 0.35. Ok, je vais écraser du coup ce que j'avais fait. Et si je vais le chercher, je l'importe dans Photoshop. Bottle UV relief, tac, drag and drop dans un nouveau fichier. On voit qu'il est là. Donc là, c'est sur fond transparent, donc on voit pas grand-chose. Donc je crée un nouveau calque de remplissage de couleur unie. En blanc, je le mets derrière, et voilà, j'ai des UV. Et la facilité, l'avantage du truc, c'est que du coup, là, je vais repasser sur mon fichier PSD, parce que du coup, à partir de ça, j'ai enregistré en PSD pour pouvoir bosser de manière non destructive. Donc là, j'avais bien mes UV importés. Ok. L'avantage de ça, c'est que ça vous fait un point de référence pour aligner rapidement les choses. Ça, c'est un petit bonus Photoshop si vous ne saviez pas, mais je pense que vous savez, enfin, j'espère que vous savez. Quand vous faites un contrôle-clic sur un calque dans Photoshop, ça sélectionne tous les éléments de ce calque directement. Et du coup, ça veut dire que si je prends par exemple mon texte là, je vais le redéplacer exprès. Si je fais CTRL-clic pour sélectionner tout ça, là je sais que je dois l'aligner par rapport à ces UV au moins horizontalement, enfin verticalement, au milieu là. Ok. Bah, du coup, une fois que j'ai cette sélection active, je peux aller sur mon texte, mon élément que je veux aligner. Je fais V sur le clavier pour passer en mode déplacement. Et là, si je fais centrer, centrer, automatiquement ça centre par rapport à cette sélection. Plutôt que vous prendre la tête à déplacer le truc comme ça, même si elle repère le magnétisme, c'est pas propre. Ok. En tout cas, c'est un moyen de le faire. D'aligner des choses très rapidement les unes entre elles dans Photoshop. Ça, c'était un petit freebie au passage. Donc, pour finir, la vidéo commence à être un peu longue. Il va falloir créer des textures. Que je vous explique le principe, il y en a deux grands types. Là, j'ai fait exprès, j'ai fait une texture de type mask et ici une texture de type displacement. Le masque qui va servir à faire recréer de la fausse géométrie qui n'est pas réelle. Ça va plutôt être du bump map. Bump, c'est-à-dire que c'est pour créer des tout petits détails légèrement en relief qui coûtent que dalle en termes de rendu, mais qui sont pas très très réalistes. Et surtout quand on se met sur une vue de profil, on voit en fait qu'il n'y a pas vraiment de relief. C'est faké en fait, avec la lumière et tout ça. Et le displacement qui va lui, au moment du rendu, dynamiquement créer directement à partir d'une texture vraiment de la vraie géométrie en plus. Ce qui est beaucoup plus réaliste, qui fait des trucs beaucoup plus chouettes. Par contre, c'est très gourmand. Donc c'est à mesurer en fonction de vos besoins et de la quantité que vous utilisez de l'un et ou de l'autre sur vos objets 3D. Mais le displacement, généralement, il faut y aller vraiment mollo et avec parcimonie parce que ça peut vite mettre votre PC à genoux, quoi. Donc le masque, c'est assez simple. J'ai écrit du texte. Là, je vois mes UV, je l'ai centré. Texte sur fond blanc. Enfin, texte en blanc sur fond noir. Pourquoi une texture de masque? Donc là, je cache mes UV parce que c'est ça que j'exporte. Je ne veux pas réexporter une texture qui contient mes UV. Sinon, sur ma texture, je vais voir mes UV. Enfin, c'est pas le but. Blanc, ça veut dire oui, affiché. Noir, ça veut dire masqué. Comme un masque de fusion. Photoshop. Même principe. Donc là, si je l'enregistre, je ne vais pas le faire. Je l'ai fait, ça donne ça. Ok, c'est un PNG. Donc ça, je vais retourner sur ma bouteille. Et donc, sur ma texture, mon matériau de type glace relief, que j'avais dupliqué pour en créer une juste pour la vidéo, je vais appeler, il y a deux types de textures. Deux grands types. Grayscale image, qui est le équivalent en texture, en image de ça. Ça, Grayscale Color, je rappelle, Grayscale, c'est un autre terme. Avant, Octane, ils ont changé le nom. Ça s'appelait float. Une valeur float en maths, c'est une valeur, encore une fois, une valeur arbitraire.
Ça veut dire une valeur arbitraire. C'est-à-dire c'est un truc qui est de 0 à 1, généralement en 3D. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais là, c'est généralement de 0 à 1. Et toute valeur intermédiaire. Et 0, complètement 0, 0, 0, ça veut dire complètement désactivé. 1, ça veut dire totalement activé. Et entre les deux, plus ou moins activé. Grayscale, ça veut dire niveau de gris. C'est un autre terme pour l'appeler comme ça. Donc il y a l'équivalent en image. Grayscale, ça c'est quand on va utiliser des textures qui sont en noir et blanc, où il n'y a aucun pixel de couleur. Pourquoi on fait ça? On pourrait tout à fait importer cette texture sur l'autre type de texture qui va être le RGB image. Ok, c'est littéralement la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que il y a exactement les mêmes options. Sauf que derrière, si vous utilisez par exemple RGB image et vous lui mettez une texture qui n'a aucune information RGB, le moteur de rendu, il va convertir en RGB pour reconvertir, et du coup il fait des calculs quand même assez complexes, et reconvertir après en float. Parce qu'in fine, c'est du float. C'est du temps de calcul perdu pour rien. Donc on lui donne direct une image de type niveau de gris, grayscale ou float. Ok, puisque c'est une texture de float. Il faut juste savoir que quand c'est une texture de float, ou grayscale, noir et blanc, niveau de gris, on lui met toujours un gamma de 1. Il faut le changer. Quand vous le créez par défaut, il vous le laisse en 2,2. C'est chiant, mais c'est comme ça. Il faut mettre 1. Alors que RGB, toujours 2,2. C'est juste à savoir. Ok. Si je mettais par exemple une texture de roughness, qui a des niveaux de gris, etc., mais qui n'a pas de couleur, pareil, grayscale, legacy gamma 1. RGB, ça serait du 2,2, etc. Ok. Donc j'ai bien importé mon node Shift A, grayscale, image. J'ai mis le gamma à 1. Je vais chercher ma texture. Open. Elle se trouve ici. Et je vais la connecter dans la catégorie géométrie, parce que géométrie, c'est tout ce qui est vraiment qui refait de la géométrie, qui déforme un peu la géométrie et tout. On a le bump. Le bump, c'est le niveau le plus basique et 0 pour créer des petits détails qui sont fakés, qui coûtent pas cher, mais qui, en fonction de la distance de la caméra, peuvent faire le job. Si je le connecte sur bump, ça fait ça. Pourquoi ça fait ça? Et il n'est pas centré. Vous devriez le savoir maintenant, parce que je vous ai expliqué. Là, par défaut, il va utiliser la carte d'UV qui est comme ça. Sauf que les UV ici, là où j'ai mis mon logo sur ma texture, pour vous montrer, ça va être plus parlant, à gauche, là, vous pouvez afficher une image en fond. N'importe quelle image que vous avez déjà importée dans les nodes quelque part dans Blender, ici, va les retrouver. Donc si vous cliquez ici, vous faites... Je tape les premières lettres, c'était text... voilà, text bottle mask. Tac. Shift, home, début, pour tout refocus. On voit que ça ne matche plus du tout. Là, on voit que pour le coup, c'est accurate, c'est-à-dire que si Shakespeare s'efface là, bah, le texte il se situe ici. Donc il va falloir lui dire d'utiliser cette carte UV là. Donc pour ça, je vous l'avais montré vite fait. Shift A, Mesh UV Projection. On appelle ce node là. Tac. Pour rappel, mes trucs sont parfaitement alignés. Vous dites comment il fait? Le contrôle pour le magnétisme marche dans les nodes. Là, je fais ça, je reste appuyé sur contrôle. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez la grille, c'est très diffus. Mais il y a une grille de fond et ça se cale sur chaque point de la grille. Donc, vous pouvez par exemple tout prendre avec A, raccourci A. Vous prenez tout, vous faites contrôle et vous déplacez tout de manière alignée sur la grille. Ce qui permet d'aligner les choses les unes aux autres, par exemple verticalement comme ça. Voilà, si vous voulez bosser proprement, c'est juste un détail. C'est un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc ça, vous le prenez, vous le connectez à projection. Vous lui dites d'utiliser la deuxième carte UV, celle qui nous intéresse. Dans le doute, vous faites un petit tab. De toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'elle est l'API mise à jour. Alors, il veut pas non plus. Alors, s'il veut, mais pourquoi il me le remet à gauche là? Ah oui, je sais pourquoi. Alors, important. Pourquoi j'ai le texte ici et ici, et pas juste ici? Bah, c'est normal. On ne peut pas, techniquement, avoir des UV qui se trouvent, comment dire, en dehors de la carte UV. C'est-à-dire que même s'ils sont ici, lui, il va quand même les prendre en compte, et il va les prendre en compte comme s'ils étaient ici. Donc, pour être sûr qu'il me les prenne en compte, mais qu'il ne chevauche pas l'endroit où je veux mon texte,
qu'il ignore l'endroit où je veux mon texte, bah, il faut que je les remette dedans. Je les avais sortis des contraintes de la zone UV. Pourquoi? Tout simplement pour bosser proprement sur ça. Mais j'ai oublié de les remettre. Donc je fais ça, je m'assure, je désactive les contraintes. Non, même je peux le laisser activer. Comme ça, je fais tout de suite G, bim, automatiquement il me le remet dedans. Je le resize. Encore mieux, je vais vous montrer une astuce. Si je le resize, donc j'ai déplacé, ils sont bien mis dedans. Là, ça chevauche, il faut surtout pas faire ça. Je vous avais dit qu'il y a moyen de tout repacker et de tout réaligner. Sauf que ça, je me suis pris la tête à l'aligner, il est proprement. Donc si je sélectionne tout, je fais Q, Pack Island, pour tout repacker, il me remet ça à gauche. Il y a moyen de pin, de verrouiller des UV une fois qu'on est content de leur placement, de leur agencement, etc. Je sélectionne toutes ces faces-là, raccourci P comme pin. Pin, ça veut dire une petite punaise en anglais. Donc imagine, on le verrouille. Et là, je sélectionne tout. Si je fais Pack Island, il va tout... Non. Non, ça c'est pas normal. Attendez, on va faire autrement. Je crois que c'est avec Pack. Ouais, voilà. Bon, je sais pas pourquoi il l'ignore. Avec la donne en question, Packmaster, vous voyez, il l'a ignoré. J'ai pin les choses et... Alors, je sais pas si c'est une limitation de Blender de base, mais je vais essayer autre chose. Je vais refaire Pack. Ah voilà, Lock Pinned Island. En fait, c'est pas coché par défaut. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Vous voyez comme la 3D, c'est un peu... c'est un bordel parce que on se prend la tête manuellement à dire non, non, ça, je veux que tu me l'ignores. Je lance la fonction et par défaut, il ne le coche pas. Donc, il faut que je coche ça. Lock Method. Là, on peut choisir qui me verrouille juste la scale, la rotation, etc. pour les transpos. Donc, moi, je veux tout. Et là, si je fais pas que normalement, ça devrait marcher. Là, il galère. Vous voyez comme il est beaucoup plus long que la donne. Voilà, et là, ça marche. Pourquoi il faut faire ça? Parce que si j'avais pas pin, pour enlever le pin d'ailleurs, il faut vous sélectionner ce que vous voulez unpin et vous faites Alt P. Vous voyez en bas à gauche, clear, ça va clear les pins. Parce que si j'avais sélectionné manuellement ça, et que je l'avais redimensionné comme ça, la redimension de ces UV par rapport à ces faces-là, j'ai une différence d'échelle qui correspond plus vraiment à la différence d'échelle réelle sur mon modèle 3D, ici par rapport à ici. C'est important que tout ça soit cohérent et lié en fait, même en vue à plat. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser faire le logiciel, pin ça, Pack Island, on coche bien ce qu'on voulait pin pour pas qu'il le déplace, et lui automatiquement il sait garder la relation de taille entre toutes ces faces, etc. Ok? Donc là je me retrouve avec ça, sur ma deuxième carte, et donc là théoriquement, si je reviens, je lance le rendu, je vais forcer un peu le refresh en faisant tab, là ça marche. Ok? Il n'y a plus de logo en haut. Il n'y en a plus qu'un ici. Et là, vous voyez que le bump, donc là, c'est connecté au bump. Le bump, il y a une valeur de bump, donc height, ça veut dire hauteur, donc c'est des valeurs très légères. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment fait pour des tout petits détails tout fins. Si je mets ne serait-ce que ça, en fait, ça fait vachement noir. Pourquoi? Parce que ça essaye de faker comme si c'était très en relief, sauf que ça ne crée pas de géométrie. Regardez sur la courbure, là. Il n'y a rien qui dépasse. C'est totalement plat. C'est un fake qui utilise les normales de la géométrie pour faire style, ça recalcule l'ombrage, etc. Donc ça, c'est bidon. Ça peut marcher pour des tout petits détails. Pour un texte comme ça, déjà, c'est pas ouf. On va plutôt utiliser le displacement. Donc je vous montre tout de suite le displacement. Je déconnecte ça. Le displacement fonctionne légèrement différemment. Pour faire du displacement, le displacement, donc c'est la même carte UV. Hein. Là, j'ai fait exprès de le répéter plusieurs fois tout autour de la bouteille, avec du blanc et du noir. Le displacement, contrairement à des cartes de type opacité avec un masque blanc-noir, etc., le displacement fonctionne par rapport à un niveau de référence, le niveau 0 de déplacement, c'est-à-dire que ce soit en relief ou en creuset, le niveau qui correspond à aucune déformation au niveau du sol, enfin plat, c'est un niveau de grid de 50%. Comprenez mieux, je vais essayer de vous faire un espèce de manip vite fait à la con. Donc si je fais noir, hein, tac, tac. Non. Pardon, je vous fais un truc un peu en perspective, on imagine que c'est un peu genre en 3D là.
Ça passe par-dessus. Et ça passe par-dessus. Ça, c'est blanc. Ça, c'est 50% de gris. Ça retourne par-dessus. Non. Ah! Bah alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah merde, non, je sais pas pourquoi j'ai... Ok. Ouais. Voilà. Donc en gros, le displacement, ça fait... Ça, c'est le niveau 0, le gris, 50%. C'est un gris 50%. Okay, c'est universel, hein, c'est tous les logiciels, hein, c'est une norme. Blanc, automatiquement, ou en tout cas plus clair que 50% de niveau gris, veut dire que ça va aller en relief, en embossage. Moyen, encore une fois c'est cadeau, moyen mémotechnique de vous en souvenir. En print, en impression, je sais que c'est un truc que vous avez toujours un petit peu de mal en tant que graphiste, enfin, c'est normal, mais les termes embossage, débossage, etc., en fait, c'est très facile. Le dénominateur commun, c'est le terme boss, une bosse. Ok ? Débossage, vous imaginez que ça veut dire défoncer une bosse. Donc défoncer une bosse, faire une défonce dans une bosse, ça fait un creux. Donc un débossage, contrairement à ce que plein de gens disent, souvent les gens font l'erreur, c'est en creux. Un embossage, ça fait une bosse. Ok. Donc le blanc, ça fait du relief, ça fait de l'embossage. Le gris, le niveau de gris, qui correspondrait en gros ça à 0,50, ça à 1, parce que c'est du pur blanc, et ça à 0, parce que c'est du pur noir. Ça représente votre displacement. Donc le noir, c'est vraiment en creux. Et toutes les valeurs intermédiaires mélangées vont donner quelque chose qui va être plus ou moins en relief, plus ou moins en creux, plus ou moins neutre, etc. Ok ? C'est comme ça qu'on fait une carte de displacement. C'est comme ça que c'est interprété et in fine affiché et rendu par n'importe quel logiciel de rendu de 3D, y compris même dans des moteurs de jeu, etc. Donc cette carte-là, tout simplement, j'avais mis un niveau de gris en fond de 50%, parce que je veux avoir comme référence ce gris neutre, qui va correspondre à la surface de ma bouteille. Je veux lui dire qu'en gros, ma bouteille, c'est le niveau 0. Ok, ça correspond au niveau 0, ce qui est logique. Et tout ce qui va être en noir va être en creux par rapport à ce niveau 0, donc creuser un peu dans le vert. Et tout ce qui est en blanc va être un peu en relief par rapport au vert. Et normalement, ça devrait donner un truc sympa. Donc pour faire ça, c'est exactement la même, pardon, il faut que j'aille chercher la bonne texture, justement. Donc là, text underscore bottle underscore DSP, je rappelle, on met texte devant pour dire c'est une texture, et à la fin, on met 3 lettres pour dire le type de map de texture que c'est. DSP pour displacement, MSK pour mask, NRM pour normal, ALB pour albedo ou CLR pour color, etc., etc. Donc je vais chercher displacement. Et là, vous avez dans la même catégorie des propriétés de la géométrie, vous avez bump, normal et displacement. Si je connecte ça sur displacement, ça ne marche pas. Vous voyez que le lien il devient rouge. Vous me croyez que ça marche, mais ça ne marche pas. Il faut... Ça a affiché quelque chose, mais ça ne fait pas du vrai displacement. Il faut faire plus Octane et aller appeler un node de displacement. Il y en a deux grands, texture, vertex. Vertex, il déplace des vertex, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est texture displacement. C'est-à-dire qu'il recrée de la géométrie selon une texture, en fonction d'une texture. C'est la texture qui indique, avec ses valeurs de gris, de niveau de gris, comment le truc doit être, la géométrie doit être déplacée. Et physiquement, réellement déplacée. Pas de la fausse, vous allez le voir. Niveau de détail, peu importe la résolution, normalement, il faut matcher la résolution de votre texture. Donc nous, c'était une résolution 4K, donc 4096. On s'en fout, ici, on peut mettre 1192. Juste que, encore une fois, ça va être gourmand. Il ne faut pas trop en abuser. Je le connecte à texture. Ça, je l'ai bien connecté à displacement. Et ça marche. Et là, si je me mets de vue de profil, pas hyper évident. Alors, je vais forcer... Ah oui. Alors, pourquoi pour l'instant, c'est pas encore flagrant, on le voit pas trop. Les paramètres en question, donc la résolution. Le mid-level, ça correspond à ce niveau intermédiaire, ce fameux niveau 0, pour dire où se trouve ce gris. Est-ce que j'utilise un niveau 0 et qu'après ma texture est calée sur ce niveau 0 où il se trouve? Qu'est-ce qui va être en défonçage? Qu'est-ce qui va être en débossage, en embossage?
bah, le niveau 0, encore une fois, le gris 50%, 0.5. Ça va de 0 à 1. Donc si je dis 0.5, ça veut dire que ça correspond au niveau de ma bouteille. Et là, correctement, tout ce qui est blanc, ça va vraiment être en relief, tout ce qui est noir, c'est en creux. Et après, vous avez le paramètre ici de hauteur. Donc pour gérer, il faut mettre des petites valeurs parce que c'est très violent. C'est le genre de truc que ça fait, en plus de faire plein d'artefacts. Et on voit qu'une sur deux, là je vais le réduire, on voit qu'il y en a qui sont en relief. Donc vous voyez, ça rame. Quand je tourne la caméra, c'est assez violent. Ça, c'est clairement en relief. OK. Et les autres sont en relief, mais dans l'autre sens. Je peux essayer d'en trouver une. Ouais, là on le voit, c'est creusé. Ça rentre dans le vert. Parce que ça, c'était noir sur ma carte de texture. OK. On voit bien là. Ultime point pour avoir quelque chose de propre. Il faut faire en sorte, c'est d'autant plus important pour le displacement, c'est pour ça que les cartes de displacement, quand vous les trouvez sur le net, souvent elles sont assez floues. Parce qu'il faut éviter des displacements avec des valeurs trop nettes. Si je sélectionne ce texte-là, j'enlève le flou que j'avais mis. Si je balance ça, ça va être encore plus violent ici. Vous voyez, ça fait plein d'artefacts, c'est pas net sur les contours. C'est pour ça qu'il y a deux manières de le faire. Déjà de base, généralement il est recommandé d'ajouter un peu de flou pour que ça soit un peu plus doux. Et après, Octane en lui-même, il a un dernier paramètre ici qui est Filter Type qui rajoute littéralement un flou. Il va flouter le truc pour le lisser, pour que ça fasse plus clean. Donc il faut le mettre sur Gaussien. Et les valeurs, vous jouez avec. 4, 5, 6, ça dépend. Et après, c'est aussi la manière dont vous allez faire votre displacement. Par exemple, faire 100% blanc, 100% noir, c'est pas recommandé non plus. J'aurais pas dû faire ça. C'est assez violent. D'ailleurs, on va faire le test. Tac. Je vais faire comme ça. Le blanc, on va lui mettre, un gris un peu plus clair que 50%. Donc par exemple, là, je me mets direct sur 50%. Avec la molette souris, je fais Shift, molette vers le haut. Faire des incréments de 10%. On va dire, pas 80. Très bien. Comme ça, l'objet dynamique, ça me l'a mis à jour partout. Le noir, on va faire pareil. Tac. Je vais me mettre en 0%, donc du coup du noir. Et je vais remonter un peu pareil. Shift, clic, scroll molette. J'aurais dû partir de 50, pardon. 50 et je vais aller plutôt vers le bas. Shift, scroll molette vers le bas et je vais faire 20% dans l'autre sens. L'équivalent du 80% mais dans l'autre sens. Enregistrer. Vous voyez que les différences sont assez minimes. Mais ça va aider le logiciel en fait à pas faire une déformation trop vénère et du coup in fine faire un truc un peu plus propre quoi. J'écrase ma texture. J'éteins le rendu, je le relance pour forcer la mise à jour de la texture. Je fais un petit coup de tab et là déjà c'est un peu plus clean. Vous voyez, c'est plus doux. C'est moins marqué en fait. Et après, il y a la valeur ici aussi qu'il faut éviter de mettre. Le displacement de manière générale, il ne faut pas mettre des grosses valeurs. Encore une fois, si on veut mettre des grosses valeurs, des trucs vraiment très en relief, on va utiliser ça. Ok, ça sert à ça. On peut le mettre nettement plus en relief. C'est l'inverse en fait. Ça tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait des soucis parce que c'était trop fin. Ça, c'est fait pour être plus en relief parce que justement, ça va se détacher de la géométrie. Alors que le displacement, tout ce qui est fait à partir de textures, généralement, c'est pour des plus petits détails. Même si, encore une fois, là, ça crée de la vraie géométrie, contrairement au bump qu'il faut éviter d'utiliser parce qu'en fait, le bump, c'est faké, donc ça rend pas hyper bien. Mais là, la hauteur, je peux mettre des valeurs d'autant plus légères, quoi. On va dire 3. Par exemple. Donc là, ça dépend d'autres éclairages aussi. Il faudrait déplacer l'éclairage. Il faut faire un bon éclairage pour choper la lumière comme il faut. Là, je vais le baisser un peu pour le mettre en mode coucher de soleil, histoire que ça assombrisse un peu. Ok, mais ça fait de la vraie géométrie. Voilà, voilà. Et avec la distance de vue par rapport à la caméra dans tous les cas, en plus, les artefacts, vous les verrez pas. Et en plus, à chaque fois, je laisse pas le rendu se faire jusqu'au bout pour la preview, qui elle-même n'est pas le rendu final, qui a plus de samples. Il y a une qualité supérieure par rapport à la preview.
Donc dans tous les cas, il n'y aura pas de souci, ça rendra bien. Voilà, vous savez tout, il n'y a plus qu'à. Je vais aller vérifier que ma vidéo s'est bien enregistrée. Si c'est pas le cas, je vais me flinguer. Et puis, je vous dis à vendredi. Allez, bon courage. À très vite.